Bonsoir. Depuis quelques mois, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait à la une de l'actualité des sujets économiques qui fâchent. Que ce soit le scandale de la Société Générale où 5 milliards d'euros sont partis en fumée à cause d'un seul employé, que ce soit les polémiques sur les revenus des grands patrons, ou que ce soit de grandes entreprises qui ferment des usines alors qu'elles font des profits, les Français ont de plus en plus de mal à comprendre la façon dont fonctionnent les entreprises et notre économie. Près d'une personne sur deux aujourd'hui estime que le libéralisme va trop loin. Alors ce soir, nous avons décidé de vous montrer la face cachée des grands groupes et de notre économie. Qu'il s'agisse des revenus des salariés et des patrons, qu'il s'agisse de la recherche du profit et de la rentabilité, enquête et révélation sur les secrets des grandes entreprises françaises. Sommaire. Ils se connaissent tous, c'est un club très fermé, celui des patrons millionnaires. Leurs sociétés sont cotées en bourse et leurs rémunérations sont énormes. Pourquoi les grands PDG français sont-ils désormais les mieux payés d'Europe? Enquête sur les vrais revenus des grands patrons. Ces ouvriers des aciéries de Lorraine vont bientôt perdre leur poste. Ainsi en a décidé Mittal, le géant de l'acier propriétaire de leur usine. À sa tête, un Indien 4e fortune mondiale. Pourquoi un groupe qui fait 7 milliards d'euros de profit veut-il fermer l'une de ses usines françaises? Révélation sur les méthodes du roi de l'acier. En janvier dernier, éclatait l'un des plus gros scandales financiers de tous les temps. Un employé de la Société Générale a fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque. Retour sur l'incroyable histoire du trader Jérôme Kerviel, ou comment l'une des plus grandes banques françaises a pu se laisser berner par l'un de ses salariés. Quand une entreprise est au bord de la faillite, il reste encore une dernière chance aux employés pour éviter de perdre leur emploi, reprendre leur société. De plus en plus de salariés tentent l'aventure et deviennent leurs propres patrons. Mais est-il si facile de s'improviser PDG du jour au lendemain ? Dans l'univers des grandes entreprises, il y a un sujet qui fait régulièrement la une des journaux, surtout en ce moment où le pouvoir d'achat est en berne. Je veux parler des salaires des grands patrons. Selon un sondage récent, 60% des Français considèrent que les patrons sont trop payés. Et selon une étude publiée en janvier dernier, les revenus des dirigeants des 130 plus grandes entreprises françaises ont augmenté de 40% entre 2006 et 2007. Alors bien sûr, ces sommes ne concernent que les PDG de multinationales. Mais elles soulèvent plusieurs questions. Entre les salaires, les bonus ou les actions, que gagnent exactement nos patrons? Qui décide du montant de leur rémunération? Et puis, les augmentations sont-elles toujours justifiées? C'est une grande enquête signée Thibaut Formery. La scène se déroule il y a 10 mois, à Paris, devant le Palais des Congrès. Des centaines de salariés d'Alcatel manifestent leur colère. Le géant des télécoms vient d'annoncer des milliers de licenciements. À l'intérieur, Alcatel tient son assemblée générale annuelle à huis clos. Voici les images tournées discrètement. Devant un millier d'actionnaires, Serge Tchuruk, le grand patron du groupe, ouvre la séance. Bien. Mesdames, Messieurs, le 7 septembre dernier... Mais voilà, des salariés ont acheté des actions pour pouvoir entrer dans la salle. Serge Tchuruk, le président, doit annoncer des résultats catastrophiques. Le groupe a perdu 330 millions d'euros. Le discours va tourner court. À la première assemblée. À coups de sifflets et de cornemuse, la cinquantaine d'employés d'Alcatel déclenche un vacarme assourdissant. Sous les yeux des actionnaires abasourdis, Serge Tchuruk doit s'interrompre. Conspué par ses salariés, le grand patron est contraint de se rasseoir. Alcatel vient d'annoncer 1500 licenciements en France. Et ce qui attise la colère des salariés, c'est la rémunération accordée à leur PDG, salaire et primes de départ déjà prévues. Un syndicaliste prend la parole. Vous, monsieur Tchuruk, vous êtes en reste avec 2,5 millions d'euros versés en 2006, auxquels il faut ajouter, cerise sur le gâteau pour un départ comme vous avez voulu, un parachute doré de 5,6 millions. Une attaque en règle balayée en quelques mots par Serge Tchuruk. Nous avons entendu vos déclarations. Beaucoup des points que vous avez soulevés seront repris dans la séance de questions et de réponses.
s'agissant des rémunérations. Des grands patrons payés à prix d'or, parfois malgré les mauvaises performances de leur entreprise. Des salaires qui se chiffrent presque toujours en millions d'euros. Les patrons français sont aujourd'hui les mieux payés d'Europe. Dans les plus gros salaires, on trouve Jean-Paul Agon, grand patron de L'Oréal, 4 millions d'euros en 2007. Mais aussi Henri Decastre, PDG d'AXA, 3 300 000 euros. Ou encore Baudouin Pro, le numéro 1 de la BNP, 3 200 000 euros. La rémunération des grands patrons, un sujet explosif régulièrement à la une de l'actualité. Officiellement, les salaires des stars du CAC 40 n'ont pas flambé en 2007, mais cela ne concerne qu'une partie seulement de leur rémunération. Pourquoi ces PDG gagnent-ils autant d'argent? Doivent-ils rendre des comptes? Leur rémunération est-elle aussi transparente qu'ils l'affirment? Enquête sur les vrais revenus des grands patrons. À 2 pas du tunnel sous la Manche, près de Calais, le siège de la compagnie Eurotunnel. Allez-y. Jacques Gounon, le PDG, est l'un des rares patrons à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Ce polytechnicien de 55 ans touche plus de 350 000 euros par an, un très bon salaire, mais d'énormes journées de travail. Mesdames, messieurs, bonjour. Ce matin-là, réunion du comité de direction. Nick, we are ready, mate? Mike, how are you? Jacques Gounon a dû se remettre à l'anglais pour diriger cette société franco-britannique. Jean-Pierre, ça va bien? Très bien. Voilà. Bien, écoutez, donc nous passons à l'ordre du jour. I switch in English because I believe that the first presentation is made by Joe. Are you ready? La vie d'un PDG, c'est d'abord un emploi du temps à 100 à l'heure. Là, vous allez enchaîner combien dans la journée? Combien je vais enchaîner de réunions? Écoutez, j'en suis à ma 3e réunion. J'en ai 2 derrière en début d'après-midi. Ça fait 5. Je reverrai ensuite mes équipes en interne sur des sujets. Ça fait 6. Moi, j'aime bien les emplois du temps bien remplis. Pascal, pas de temps à perdre. La réunion est pliée en 20 minutes. Parfait. Bonne journée à tous. Bon appétit. Merci. Un agenda au pas de course partagé entre Paris, Calais et Londres pour ce grand patron à l'origine du redressement d'Eurotunnel. Quand il arrive en 2005, la société du tunnel sous la Manche, noyée sous 9 milliards d'euros de dettes, est au bord de la faillite. Jacques Gounon, ancien patron d'Alstom France, accepte cette mission quasi impossible. Avant lui, 2 PDG ont été remerciés en moins de 4 ans, un siège éjectable. Effectivement, si je n'avais pas réussi, ça aurait été tragique pour l'ensemble des équipes et des salariés de l'entreprise. Ça aurait été assez désagréable pour moi et ma famille, ça c'est évident. Donc peut-être une motivation supplémentaire, ne pas avoir de filet m'a conduit à avoir peut-être une motivation supplémentaire. Pas de filet car un PDG peut être révoqué du jour au lendemain sans allocation chômage. C'est ce risque qui justifie souvent des salaires très élevés. Une sortie expéditive à laquelle a échappé Jacques Gounon. Cette année, Eurotunnel a dégagé ses premiers bénéfices. Une bonne nouvelle pour les 450 000 actionnaires qui ont investi en bourse plus de 700 millions d'euros sur le groupe. Et chacune des décisions de Jacques Gounon pèse lourd. Par exemple, il a décidé de moderniser toutes les locomotives du groupe, un choix qui peut avoir de graves conséquences. Bonjour. C'est un contrat qui va flirter avec la centaine de millions d'euros. C'est une décision qu'au final, vous prenez. Oui, c'est mon job. Et vous devez rendre des comptes après aux actionnaires? Quand les résultats sont pas là, oui, j'imagine. Au vu de ces résultats, Jacques Gounon devrait demander un joli bonus cette année. Son salaire peut paraître élevé, mais il est modéré pour un grand patron, 350 000 euros annuels, et il n'a pas de stock option ni de prime de départ. 17h, dans un hôtel des environs. 8e et dernier rendez-vous de sa journée marathon. Bonjour, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous. N'hésitez pas à avancer puisque je suis tout au bout de la salle. Et vous n'êtes pas pour l'instant autorisé à toucher au buffet. Jacques Gounon remet des décorations aux plus anciens employés d'Eurotunnel. Pour Francine, parce que c'est nominatif. Vous m'autorisez à vous faire la bise? Le PDG gagne 20 fois plus que la moyenne de ses employés. Très beau. Mais il a entre ses mains l'avenir de 2500 salariés et de leurs familles. Grand patron, un poste à haute responsabilité.
Alors pour embaucher les meilleurs, les entreprises sont prêtes à dérouler le tapis rouge. Avenue Foch, les quartiers chics de Paris. Dans cet immeuble cossu, l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires de la capitale. Maître Antoine Tchekhov représente les intérêts d'une dizaine d'entreprises du CAC 40. Certains des plus grands dirigeants actuels sont venus négocier leur contrat d'embauche derrière ses portes. C'est un endroit où les PDG viennent souvent ici. Ils viennent souvent, le soir. Pourquoi le soir? Parce que bien souvent, ils préfèrent la quiétude d'un cabinet d'avocats le soir que la foule des contacts et de la circulation qu'il peut y avoir pendant la journée. Avec sa collègue, Aline Jacquet-Duval, ils ont accepté de nous montrer le contrat d'un PDG sur le point d'être recruté par un grand groupe immobilier. C'est beaucoup plus compliqué que le contrat de travail de Monsieur Tout-le-Monde. D'abord, il y a le salaire, avec une partie fixe et une partie variable, un bonus en fonction d'objectifs à atteindre. Pour ce futur PDG, le salaire d'embauche devrait tourner autour de 440 000 € par an. Mais ce n'est qu'une partie de sa rémunération, car il y a aussi des petits avantages prévus. Une voiture d'une valeur maximale de 40 000 € hors TVA sera mise à disposition pour l'exercice de ses fonctions professionnelles. Une berline de luxe avec chauffeur pour tous les jours et pour les voyages d'affaires, la garantie d'un certain standing. Là aussi, lors de ses séjours, il pourra prétendre à une prestation hôtelière 4 étoiles ou autre prestation équivalente. Et ça, c'est dans le contrat. C'est dans le contrat, absolument. Mais pour convaincre son PDG de signer rapidement, la société a décidé de faire un geste. Elle lui offre une prime d'embauche dès son arrivée. Il s'agit d'une personne qui a démissionné de son entreprise précédente, ou dans un groupe où il a fait une progression de carrière très intéressante, était promis un très bel avenir. Il vient prendre des risques dans une entreprise un petit peu plus petite, mais qu'il va diriger. Donc nous avons prévu une prime dite de bienvenue. D'accord, un Golden Hello. Un Golden Hello. 75 000 € en cadeau de bienvenue. Le nouveau PDG touchera donc un demi-million d'euros de salaire pour commencer, sans oublier d'autres revenus à négocier en annexe du contrat. L'attribution éventuelle de stock option, l'attribution d'actions gratuites, et éventuellement une indemnité de départ au moment de sa nomination. Une prime de départ, ce qu'on appelle un parachute doré pour assurer la sortie. Mais la plupart des PDG, très souvent, négocient un autre avantage, une rente qu'ils vont toucher jusqu'à la fin de leur vie. Rueil-Malmaison, en région parisienne, le siège du groupe Schneider Electric. Une multinationale de 120 000 salariés, un leader mondial des équipements électriques avec 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un géant du CAC 40 dirigé pendant 7 ans par un patron emblématique, Henri Lachmann, 70 ans. Un PDG qui a couru la planète pendant des années pour signer des millions d'euros de contrats et rencontrer les grands de ce monde. J'appelle ça un peu méchamment mon musée des horreurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas de mon goût, mais sont des souvenirs. Des souvenirs, car il y a 3 ans, Henri Lachmann décide de passer la main en douceur. Il devient président du conseil de surveillance. Son rôle, superviser les décisions prises par la direction. Il peut s'inviter dans n'importe quelle réunion. Vous rentrez dans les salles comme ça? Ils ont l'habitude. Ça fait partie de votre fonction aussi? Non, c'est de mon tempérament. C'est beaucoup plus mon tempérament. Ah, mais il y a Peggy! Henri Lachmann vient saluer les directeurs américains de Schneider. Much more people than before. L'ambiance est conviviale, mais Monsieur Lachmann garde un œil sur les affaires. Vous êtes patron du conseil de surveillance, vous êtes là pour surveiller. Oui, je vous surveille, oui, c'est pour ça. Le président du conseil de surveillance surveille. C'est qui est le vrai DRH du groupe. Un boulot qu'il occupe 2 jours par semaine. Pour cela, sa rémunération est de 500 000 € par an. Et à 70 ans, il a également droit à une retraite. Mais voilà, pour un grand PDG, les pensions de Monsieur Tout-le-Monde ne permettent pas d'aller bien loin. Vous touchez le régime général comme tout le monde, le régime des cadres. Oui, mais qui est très insuffisant par rapport, d'une part, à notre niveau de vie, notre standard de vie, d'autre part, par rapport à la fiscalité.
Le régime général, on peut toucher au maximum 100 000 euros. Je dirais, allez, en chiffre rond, c'est un peu moins de 100 000 euros. 8 000 euros par mois, pas de quoi assurer son train de vie. Alors Henri Lachmann bénéficie d'une retraite complémentaire auprès de Schneider Electric. Une somme versée chaque année jusqu'à la fin de sa vie. Concrètement, c'est à peu près 500 000 euros. 500 000 euros. C'est une belle somme, 500 000 euros. Ah oui, je me plains pas du tout, j'ai aucun problème. En tout, il touche donc 1 million d'euros par an. Il n'y a aucune raison de se culpabiliser. Moi, le fait de gagner actuellement, entre la retraite et le conseil de surveillance, 1 million d'euros, avant impôt, je m'en culpabilise pas. Je dis pas que je les mérite, c'est pas moi de le juger, mais je trouve pas ça normal. Si les grands patrons du CAC 40 obtiennent ces revenus conséquents à vie, c'est surtout parce qu'ils font gagner beaucoup d'argent à ceux pour qui ils travaillent, les propriétaires de l'entreprise. En voici un, Monsieur Bulidon, 71 ans, actionnaire. Ce matin, dans sa boîte aux lettres, il a reçu plusieurs enveloppes, du courrier qu'il attendait avec impatience. Ah tiens, c'est Total. Plusieurs grandes sociétés du CAC 40 lui ont envoyé leur rapport annuel, un état des comptes qu'il va éplucher minutieusement. Absolument, moi, voyez-vous, ce sont des rapports de plusieurs centaines de pages, je lis tout. Donc ça, c'est Sanofi Aventis, donc le pétrolier, le pharmacien. Comme 7 millions de Français, Louis Bulidon a investi ses économies en bourse. Depuis 20 ans, cet ancien ingénieur achète régulièrement des parts de société. Alors le grand patron qui travaille pour lui doit mériter son salaire. Exemple, avec sa plus belle affaire, L'Oréal. Lindsay Owen-Jones, PDG depuis 20 ans du géant des cosmétiques, a gagné plus de 3,5 millions d'euros l'an dernier. Un salaire énorme, mais tout à fait justifié pour notre petit actionnaire. Je dis que M. Lindsay Owen-Jones a été un très grand président qui a donné beaucoup de satisfaction à ses actionnaires. Moi, j'ai acheté mes titres 11 euros en 94. Et aujourd'hui, ils valent combien? Aujourd'hui, ils valent 80 euros. Ah, vous êtes gagnant. Absolument. Mais Monsieur Bulidon a beau passer sa vie à éplucher les comptes des entreprises, il avoue ne pas toujours comprendre les montants que peuvent toucher certains patrons. Je peux vous dire qu'en tant qu'actionnaire, moi je suis incapable de savoir si un président il vaut 1 million, 5 millions, 10 millions, 20 millions d'euros. Sauf lorsque la performance est mauvaise. On ne peut pas justifier un salaire quel qu'il soit lorsque la performance est mauvaise. Il existe des cas comme ça. Mais les petits actionnaires ont-ils vraiment leur mot à dire? Les PDG doivent-ils leur rendre des comptes? Quelques jours plus tard, le quartier des affaires aux portes de Paris. Nous retrouvons Monsieur Bulidon en costume cravate. Pour notre petit épargnant, c'est le grand jour, l'Assemblée Générale de Schneider Electric. Le groupe tient sa grand-messe annuelle devant 1 millier d'actionnaires venus faire entendre leur voix. À l'ordre du jour, 22 questions qu'il faut trancher. Parmi elles, le vote d'une indemnité de départ pour le nouveau PDG, au cas où l'entreprise serait rachetée par un concurrent. Le montant, jusqu'à 3,5 millions d'euros. Comment les actionnaires vont-ils réagir? En coulisses, nous retrouvons Henri Lachmann à la sortie de la loge maquillage. Venez mon micro, pas de maquillage. Le patron du conseil de surveillance de Schneider se prépare. C'est lui qui va présider l'assemblée. C'est un peu des grands-messes, quand même. Oui, c'est une grand-messe. Dès l'ouverture des portes, les actionnaires se dépêchent pour trouver les meilleures places dans les premiers rangs. Cette assemblée, c'est l'occasion rêvée pour voir les grands patrons de très près. Louis Bulidon, un habitué, a le droit à sa poignée de main. Est-ce que votre question est prête? Elle est prête, elle va vous surprendre. Ah bon? Dites-moi, Monsieur le Président. Mais voilà, face à ces centaines d'actionnaires qui l'attendent au tournant, Henri Lachmann n'a pas l'air franchement inquiet. Il pèse combien dans le capital? Je ne sais pas, mais à mon avis, ceux qui sont dans la salle, ils doivent net sensiblement moins de 5%. C'est rien? Non, ils n'ont pas grand-chose. La plupart des gros actionnaires, 85% du capital, ne sont pas là. Ils ont voté par correspondance. Ils ont déjà voté. Et vous connaissez déjà les votes? À peu près, oui. Et ça veut dire que les résolutions, là, elles sont... Bon, a priori, je dis bien, je touche du bois, a priori, elles vont toutes passer. On y va? Allez, je vais travailler. L'assemblée commence, mais le vote est déjà joué d'avance.
Les 22 résolutions vont être adoptées à plus de 90%, y compris la fameuse indemnité du successeur d'Henri Lachmann, Jean-Pascal Tricoire, au cas où l'entreprise serait rachetée. Dans ce cas, le jeune PDG de 45 ans pourra toucher jusqu'à 3,5 millions d'euros. Mais alors, qui accorde ces avantages? À qui les grands patrons demandent-ils une augmentation? Ceux qui décident, les voici, assis au premier rang. Ce sont les 13 administrateurs de Schneider, représentant les gros actionnaires. Financiers ou assureurs, ils sont parfois célèbres. Parmi eux, Claude Bébéar, président d'honneur d'AXA, ou encore Noël Forgeard, ex-patron de ADS. Ces messieurs se réunissent 8 matinées par an pour contrôler la bonne gestion de Schneider Electric. Une participation rémunérée par ce que l'on appelle les jetons de présence. 75 000 euros par an pour Piero Sierra, le patron italien des pneus Pirelli. 55 000 euros par an pour René Barbier de la Serre, au centre. Ce sont donc ces hommes qui décident de la rémunération des dirigeants dans le groupe, et notamment celle d'Henri Lachmann. Fin de l'Assemblée générale. Nous en profitons pour demander à ces administrateurs s'ils ont déjà refusé une augmentation à leur grand patron. Vous avez toujours voté pour quand M. Lachmann a demandé des augmentations? Oui. Le problème ne se pose pas comme ça. Non, mais généralement, il y a unanimité. Pourquoi? Vous votez d'ailleurs? Non, on vote pas souvent. Généralement, il y a une espèce de consensus qui se dégage dans un conseil. Le conseil vous a déjà dit non? Non. Je crois pas. J'ai pas souvenir. Demain? Ah oui, demain on a l'Assemblée d'AXA. Refuser une augmentation entre grands patrons est une chose plutôt rare. Et vous allez découvrir pourquoi. Direction Toulouse. Campus de l'Université des sciences sociales. Alain Alcouf est chercheur au CNRS. Les petits secrets des grands patrons, c'est sa spécialité. Depuis 30 ans, il a écrit des dizaines d'ouvrages sur le sujet. Il y en a plein son bureau et il est allé très loin pour les étudier. Tenez, par exemple, une thèse sur les structures de propriété et la gouvernance des entreprises coréennes. Ça, c'est sur les grands patrons coréens. Mais les plus étonnants pour lui, ce sont bien les patrons français. Car voilà à quoi ressemblent les grandes sociétés du CAC 40 quand on lève le voile sur leur conseil d'administration. Une grande toile d'araignée, un maillage très serré de relations. Exemple en 2007. Henri Lachmann, notre PDG de Schneider Electric, siège au conseil de surveillance d'AXA, dirigé par Claude Bébéar, qui lui-même siège chez Schneider. Claude Bébéar, qui siège également chez Vivendi. Inversement, le patron, Jean-René Ftou, est vice-président d'AXA. Résultat, on retrouve quasiment toujours les mêmes PDG dans les conseils d'administration. Pour Alain Alcouf, cela signifie que tout le monde se soutient, particulièrement quand il faut parler augmentation de salaire. Le secret des comités de rémunération. Si j'accepte que le PDG dont je suis l'administrateur voit son salaire augmenter, je peux espérer que lui, en retour, acceptera que ma rémunération augmente. D'accord. Et à l'inverse, si je refuse si je refusais de valider, peut-être que lui regarderait ma feuille de rémunération d'un peu plus près. Donc, si je regarde pas la sienne, il regardera pas la mienne. Des pratiques qui expliqueraient la flambée des salaires des grands patrons, mais aussi certains dérapages retentissants. Daniel Bernard, remercié par Carrefour pour mauvais résultats, prime de départ et retraite, 38 millions d'euros. Antoine Zacharias, parti de Vinci avec 13 millions d'euros d'indemnité, sans compter une colossale fortune en actions de l'entreprise. Noël Forgeard, débarqué de ADS en pleine vague de licenciements, parachute doré, 8 millions d'euros. Des montants qui vont choquer l'opinion publique. En 2007, en pleine campagne présidentielle, le candidat Nicolas Sarkozy fustige ces dérives. S'il y a un risque, c'est normal qu'il y ait une grosse rémunération. S'il n'y a pas de risque, la grosse rémunération est illégitime. 3 mois après son élection, le nouveau président fait voter une loi pour fixer des limites. Désormais, les rémunérations, indemnités et autres avantages doivent être liés aux performances du PDG. En clair,
Pas de parachute doré ou de stock option si le président n'atteint pas certains objectifs. Mais alors, quels sont ces critères de performance ? Fabrice Raymond dirige un cabinet de défense des actionnaires. Et il est parfois très surpris par les objectifs fixés pour certains dirigeants. Exemple, avec le rapport annuel d'une grande banque française, sorti il y a quelques jours. Ah ben il est parti où ? Là j'ai un exemple. Parfois, j'avoue qu'on en perd un peu son latin. La rémunération variable du grand patron est basée sur 2 éléments. Le premier, la performance de l'action. Le second est beaucoup plus étonnant. Le rapport évoque un élément qualitatif fondé sur l'atteinte d'objectifs clés, sous-tendant le succès de la stratégie de l'entreprise fixée à l'avance pour l'exercice et mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents. Bon, on reste un peu sur sa fin quand même. Vous êtes un spécialiste, vous y comprenez quelque chose ? Je comprends qu'il y a une part très, très libre qui est réservée aux administrateurs pour fixer le bonus. Les critères sont plutôt flous, le bonus l'est beaucoup moins. Il peut atteindre 2 millions d'euros dans cette grande banque. Mais vous allez le voir, il existe d'autres moyens pour augmenter la rémunération d'un patron. Cet homme est le pire cauchemar des PDG. C'est juste là-bas. Vous êtes un peu le poil à gratter des conseils d'administration. Oui, c'est une expression que j'aime bien parce que c'est sympathique le poil à gratter. Finalement, ça tue pas, ça fait pas de mal, mais ça peut faire du bien. C'est bon pour la circulation le poil à gratter, vous savez. Le grand patron, il vous apprécie ou est-ce qu'il vous redoute là ? Écoutez, ça m'est un peu égal. Pierre-Henri Leroy dirige une société qui conseille les actionnaires. Pour cela, une dizaine de collaborateurs épluchent ici les rapports annuels des sociétés du CAC 40. Et depuis 3 ans, une nouvelle mode est apparue dans les grandes entreprises. Les actions gratuites attribuées aux dirigeants. Un quart des grands PDG en perçoivent déjà. Action gratuite, c'est pas compliqué, c'est on vous donne une action que vous payez pas, enfin pour zéro. C'est-à-dire qu'on est gagnant à tous les coups avec les actions gratuites ? Avec l'action gratuite, vous êtes gagnant à tous les coups. Oui, c'est effectivement un complément de rémunération intéressant. Mais c'est bloqué quelques années, si vous voulez. Donc vous avez 4 ans de blocage, pratiquement. Exemple l'an dernier dans le rapport d'Eiffage. Jean-François Roverato, le PDG de ce poids lourd du BTP, touche un salaire d'1 800 000 euros. Le conseil d'administration lui a attribué gratuitement des actions de la société qu'il dirige. Jean-François Roverato, qui est le patron d'Eiffage, qui est un type extraordinaire, très talentueux, etc., s'est offert tout de même la bagatelle de 75 000 actions gratuites en 2005. Oui. En 2006, s'est offert 120 000 actions gratuites. Alors, quand c'est un titre qui vaut 100 euros, 120 000 actions gratuites, ça fait tout de même 12 millions d'euros. Boum, comme ça. Grâce à ce genre de complément de rémunération, les revenus des patrons du CAC 40 ont atteint en moyenne 4,5 millions d'euros en 2007. Juste à côté. Henri Lachmann, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être sur ce plateau avec nous ce soir. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Schneider Electric et vous êtes l'un des seuls à avoir accepté de parler de la rémunération des grands patrons. Comment vous expliquez qu'il y a une telle timidité chez les patrons du CAC 40 quand il s'agit de parler de leur salaire ? D'abord, je le déplore. Je déplore qu'on n'en parle pas parce que je crois qu'on a aussi comme responsabilité de faire la pédagogie des faits. Je trouve d'ailleurs votre enquête un peu à charge. Ma perception qu'elle est un peu à charge. Et ne réduisons pas la formidable performance du CAC 40 au problème de rémunération et surtout à quelques abus qui ont eu lieu indiscutablement. Alors c'est surtout pas le cas. L'enquête de Thibault Formery était vraiment de se concentrer, le but de l'enquête est de se concentrer sur comment les rémunérations étaient décidées. Alors, d'après vous... Mais on se culpabilise aussi. Oui, alors d'après vous, est-ce que vous pensez que les patrons du CAC 40 culpabilisent de gagner autant d'argent ? Ce qui expliquerait leur refus de parler à la presse ? Probablement, quelque part, on se culpabilise quand on gagne, parce que certains pensent toujours que ce que gagnent les uns se fait au détriment des autres, et c'est une erreur. D'accord. Alors, aujourd'hui... Moi, je suis prêt à en parler.
Eh ben c'est très bien. Alors justement, aujourd'hui, les revenus des dirigeants des entreprises du CAC 40 s'élèvent en moyenne à 4,5 millions d'euros par an. Alors dans cette rémunération, il y a le salaire qui représente 50% des revenus. Et puis ensuite, il y a les avantages financiers comme l'attribution de stock options ou l'attribution d'actions gratuites de l'entreprise. Alors une rémunération moyenne de 4,5 millions d'euros par an, qu'est-ce qui justifie d'après vous une telle somme? À mon avis, c'est la responsabilité. Énorme en ce qui concerne Schneider Electric, mon succès. 120 000 personnes. 120 000 personnes. 2, c'est la compétence. 3, c'est la disponibilité. 4, je dirais, c'est la santé, parce que vraiment, il faut avoir une vraie santé physique et morale. Et puis, 5e, c'est la performance, parce que de telles rémunérations ne devraient exister que pour les dirigeants performants. Quand il n'y a pas de performance, la rémunération devrait être sensiblement plus faible. Revue à la baisse. Ah, non seulement revue à la baisse, mais moi je pense que la variabilité doit passer par 0. Donc il doit y avoir une sanction positive ou négative en fonction de la performance de l'entreprise. Absolument. Des telles rémunérations ne peuvent être justifiées que par de bonnes performances et par la prise de risque. N'oubliez pas non plus que la durée de vie d'un dirigeant est inférieure à la durée de vie d'un footballeur. Elle est généralement inférieure à 10 ans. Moi, c'était 7 ans, mais si vous voulez, il y a beaucoup de dirigeants qui sont remerciés parce qu'ils ont une mauvaise performance. Puis comme on accède généralement à ce type de responsabilité plutôt tard, la durée de vie est courte, quoi. Alors, au-delà des revenus des patrons, il y a d'autres choses qui sont prévues. Souvent, pour les patrons du CAC 40, ce sont des primes d'embauche, des indemnités de départ ou des retraites complémentaires. Par exemple, quand il y a des patrons d'entreprises qui, effectivement, font performer leur entreprise, mais qui partent avec de très très grosses sommes. Par exemple, il y a quelques années, monsieur Antoine Zacharias, qui est parti de Vinci avec l'équivalent de 250 millions d'euros. Pour le public, ce sont des sommes qui ne veulent plus rien dire. Vous en pensez quoi ? Bon, d'abord, je dirais que la responsabilité première, elle incombe au conseil d'administration. C'est pas celui qui a reçu qu'il faut critiquer, c'est celui qui a donné. Donc c'est le conseil d'administration qui est très critiquable. Deuxièmement, pour ce qui concerne mon bon sens, je serais d'accord, je comprends pas ces sommes, quoi, c'est tout. Et je les trouve tout à fait excessives et déplacées. Non, c'est pas bien. D'accord. Alors, vous parlez du conseil d'administration. On a vu dans le reportage de Thibaut Formery que finalement, le conseil d'administration entérine assez souvent, je dirais, les augmentations de salaire ou de rémunération. Oh, je peux pas généraliser, moi je peux parler que de notre cas. Quand même, Non, moi j'ai jamais rien négocié. J'ai toujours été heureux de ce qu'on m'a donné. Je m'en porte vachement bien. Et puis c'est tout. Mais vous n'avez rien négocié parce que finalement, dans les conseils d'administration, on vous accorde une augmentation de salaire sans que vous ayez à la demander. Ou on l'accorde pas. Oui, mais dans votre cas, est-ce qu'on vous a déjà refusé une augmentation? Non, parce que je ne me souviens pas en avoir demandé. D'accord, donc on vous l'accorde sans la demander. Oui. Ah oui, c'est quand même cool. C'est quand même mieux que quand on est salarié, parce que quand on est salarié, on la demande. L'élément, pas toujours. L'élément le plus important dans la rémunération d'un dirigeant, c'est la rémunération de départ, parce que l'augmentation ensuite, elle est plutôt faible. Et ensuite, c'est l'élément variable. Or, l'élément variable, il dépend de la performance. Alors, on voit que, on le disait tout à l'heure, que dans les administration siègent des patrons d'entreprise et un patron d'entreprise va siéger dans le conseil d'administration d'une autre entreprise et vice-versa. Est-ce que ça, finalement, par rapport à la rémunération, ça risque pas de renforcer la perception que peuvent avoir les gens qu'en France, le capitalisme est un capitalisme de connivence où finalement les patrons s'arrangent un peu entre eux? Je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, il faut bien voir qu'un conseil d'administration, c'est environ 15 membres. C'est pas évident de trouver 15 membres, vous parlez du CAC 40, pour 400 sociétés, pour 40 sociétés. Ça fait 15 fois 40, ça fait 600. Donc il faut trouver 600 membres de conseil d'administration qui soient compétents, qui soient disponibles et qui soient courageux. C'est pas évident. Donc forcément, on se connaît. Pas toujours. Ben nous, je vous dis, on a 5 administrateurs non français, un anglais, un américain, un italien, un allemand et un suisse. Bon, mais du fait qu'on se connaisse, alors à part votre expérience, ça favorise pas forcément la modération. Je ne sais pas. Moi personnellement, je pense qui aime bien châtie bien, et je le pratique. Mais je crois pas. Mais je comprends qu'on se pose la question. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau ce soir.
Alors, quand on parle des grandes entreprises, il y a un aspect qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est la course au profit. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui font des bénéfices et qui en même temps ferment des usines avec des emplois en jeu. Parmi les exemples récents, il y a Michelin, Mico, Sony et surtout ArcelorMittal. Mittal, qui est le numéro 1 mondial de l'acier. Il y a quelques mois, l'entreprise a décidé qu'elle fermerait en partie son usine de Gandrange en Moselle, alors que le groupe a fait 7 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Cette annonce a suscité la polémique. Le président de la République est même monté au créneau il y a quelques mois en vain. Alors, pourquoi une entreprise qui fait des profits décide-t-elle de fermer une usine? Comment en est-on arrivé là? Et puis, comment Lakshmi Mittal, le patron de Mittal, est-il devenu l'un des hommes les plus riches du monde grâce au business de l'acier? C'est une enquête de Sébastien Renaud. À Gandrange, personne n'avait prévu un tel coup de sang. Ce vendredi 4 avril, une soixantaine de salariés veulent s'expliquer avec leur patron et ils sont furieux. C'est quand même un faux cul. Et un beau faux cul. Des ouvriers révoltés. Ce jour-là, ils viennent d'apprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Leur aciérie va fermer. C'est là que la porte est. Sous les objectifs des caméras, ils envahissent le bureau du directeur. Un bureau qu'ils vont consciencieusement déménager. Un saccage en règle. Un barreau d'honneur pour défendre leur usine et les centaines d'emplois qu'ils estiment menacés. Ce qui les met en colère, c'est que celui qui possède l'aciérie réalise des profits records, 7 milliards et demi d'euros de bénéfices l'an dernier. Son nom est écrit sur le mur de l'usine, Mittal. Depuis 3 mois, Gandrange fait la une de toute l'actualité. Son sort est devenu une affaire d'État. Un feuilleton qui a même mobilisé le président de la République, venu sur place apporter son soutien aux salariés touchés par un plan social. Cible de toutes les critiques, le propriétaire des lieux, Lakshmi Mittal, un Indien de 57 ans, la 4e fortune mondiale, 30 milliards d'euros. Une richesse bâtie à travers le monde entier grâce à une seule matière, l'acier. Alors, pourquoi ce milliardaire a-t-il soudainement décidé de fermer son usine de Gandrange? Comment a-t-il bâti sa fortune? Révélation sur les méthodes du roi incontesté de l'acier. La petite ville de Gandrange, dans l'est de la France. 2500 habitants et son usine, avec son toit noir et fumant qui semble recouvrir les maisons. C'est le dernier vestige d'une époque glorieuse, celle de la sidérurgie en Lorraine. Elle employait il y a 30 ans plus de 100 000 personnes. Aujourd'hui ici, il n'en reste qu'un millier, comme Didier Wagner, chef électricien dans l'usine de Gandrange. Cela fait 37 ans qu'il travaille ici. Vous la connaissez bien cette usine? Oui, on peut dire que je la connais bien. J'ai tourné dans tous les sens, celle-ci. Ici, on produit des aciers spéciaux de haute qualité. De grandes tiges incandescentes qui sont ensuite enroulées pour en faire ces bobines. De l'acier utilisé par l'industrie automobile. Et tout cet acier est fabriqué grâce à cet immense four électrique. Un chaudron dans lequel on verse de la ferraille de récupération. Or, ce four coûte cher à faire fonctionner, trop cher aux yeux de Lakshmi Mittal. Voilà pourquoi il a décidé de fermer une partie de l'usine et de supprimer 575 postes. Pas de licenciement, mais des propositions de travail dans d'autres usines du groupe. Beaucoup d'incertitudes pour Didier Wagner. Vous savez où vous allez travailler maintenant ou pas? Aucune idée. Aucune idée. Ça vous fait un petit pincement au cœur? Oui, pincement au cœur et colère. Bien sûr. Si Didier est en colère, c'est parce que son patron ne veut plus investir pour moderniser l'usine. Pas assez rentable. Car Lakshmi Mittal exige une rentabilité maximum, 2 fois supérieure à celle de ses concurrents. C'est justement sur ce principe qu'il a construit sa fortune. Lakshmi Mittal,
On connaît de lui des photos sur papier glacé. Quelques images de son palais dans le quartier des milliardaires à Londres. Et surtout, le mariage de sa fille, organisé en 2004 à Versailles à Vaux-le-Vicomte, pour 55 millions d'euros. Mais ce dont on parle beaucoup moins, ce sont les secrets de son immense empire sidérurgique. Tout commence en Inde, à Calcutta, dans les années 50. Son père, Mohan Mittal, est un industriel respecté. Il possède une aciérie qui produit pour le marché indien. Lakshmi, son fils aîné, apprend le métier. Et il a un rêve, faire de l'entreprise paternelle un géant mondial. Pour y arriver, quelques années plus tard, il va faire un pari incroyable. Il va tout miser dans un endroit où personne ne voulait aller. Au beau milieu de l'Asie centrale, au Kazakhstan. Sur des kilomètres, des steppes à perte de vue, des routes interminables. Le Kazakhstan, un pays grand comme 5 fois la France. Et au milieu de ce désert, une gigantesque usine. Avec tout autour, une ville de 170 000 habitants. Temirtau, une cité ouvrière aux immeubles décrépits. Lakshmi Mittal arrive ici en 1995. À cette époque, l'URSS a volé en éclats. Livré à lui-même, le Kazakhstan est en faillite. À Temirtau, pas d'eau courante, des canalisations percées, des conditions de vie très dures. Ici, tout est à vendre. Et le pays brade ses usines. Lakshmi Mittal va en profiter. Il s'endette et rachète tout le complexe sidérurgique pour 500 millions d'euros. Une fortune pour lui à l'époque. 12 ans plus tard, la ville a beaucoup changé. Rajendran travaille ici pour le groupe Mittal depuis le début. Comme son patron, il est indien. Dans son bureau, sur le mur derrière lui, le président du Kazakhstan et Monsieur Mittal, bien sûr. Le grand patron, il est tout le temps derrière vous. Oui. Il me surveille en permanence. Les deux grands patrons. Depuis son arrivée, Mittal a beaucoup dépensé pour moderniser la ville. Et c'est Rajendran qui s'en est occupé. Quand nous sommes arrivés ici et que nous avons vu les conditions de vie des gens, on s'est dit qu'on devait faire quelque chose pour eux. Mais vous savez, vous ne pouvez pas tout faire en un seul jour, alors on y arrive petit à petit. Dans ces pipelines, par exemple, l'eau courante et le chauffage pour la ville entière, fournis par Mittal. L'entrepreneur indien finance aussi la faculté de métallurgie, 1500 étudiants. Il y a aussi les bonnes œuvres de Monsieur Mittal. Il subventionne le centre culturel pour le développement des traditions kazakhes. Sans oublier la station de télévision Mittal et Natacha, sa présentatrice vedette. Et voici les deux derniers investissements, près de 2 millions d'euros pour reconstruire entièrement ce stade. Et pas moins de 3 millions d'euros pour cette énorme salle polyvalente. En tout, il a dépensé près de 20 millions d'euros pour la ville. Et s'il fait tant plaisir aux autorités locales, c'est parce que son usine lui rapporte une fortune. En 12 ans, elle a plus que doublé sa production. Et l'an dernier, selon nos informations, Mittal a gagné ici près de 2 milliards d'euros. Alors, comment cette usine est-elle devenue aussi rentable ? Pour le savoir, pas d'autre moyen que d'accepter une visite guidée. C'est la première fois qu'une équipe de télévision entre ici. Notre guide désigné, ce sera Rajendran. Nous sommes très encadrés. Attachés de presse, communicants, techniciens en tout genre nous accompagnent. Au total, une dizaine de personnes en permanence avec nous. Ok. Allez, on va à l'intérieur de l'usine. Le point fort de ce complexe industriel, c'est qu'ici, au même endroit, Mittal peut produire son acier de A à Z. Un gain de temps et surtout d'argent. Où sommes-nous ? C'est le haut fourneau numéro 4. Attention à la tête.
Dans ce haut fourneau, on brûle à 2500 degrés du fer et du charbon pour en faire de la fonte liquide. 5000 tonnes sont produites chaque jour, une des plus grosses productions du groupe. Ça, c'est le cœur d'une aciérie. C'est comme si c'était du sang, il coule dans les veines de cette usine. Dans ce haut fourneau, il y a de la fonte. Dans le cœur humain, il y a du sang, c'est la même chose. La fonte, c'est ce qui fait vivre l'usine. Mais Rajendran est interrompu, raison de sécurité. Ici, c'est une zone dangereuse. Faut pas rester là. Avancez plus loin. Il faut qu'on s'éloigne, on risque des retours de flammes. À quelques centaines de mètres, la fonte est immédiatement transformée en plaques incandescentes d'acier à 1200 degrés. Les machines tournent 24 heures sur 24. Et à peine 1 kilomètre plus loin, toujours sur le même site, ces plaques d'acier sont laminées pour terminer en tôle ou en tige. En quelques jours seulement, le produit est fini, livrable au client. À ce moment-là de notre visite, nous essayons de poser quelques questions à l'un des ouvriers. Comment mieux si c'est un travail très compliqué? C'est pas compliqué. Tu fais ça depuis longtemps? Tu fais ça depuis longtemps? Et surtout, tu ne leur en dis pas trop, hein. Nous n'en saurons pas plus. L'ouvrier n'ose plus nous parler. Ici, les 22 000 employés sont payés 300 € par mois, le salaire moyen au Kazakhstan. Et la production est d'environ 5 millions de tonnes d'acier par an. Selon nos estimations, la marge pour Mittal atteindrait 40%, c'est 4 fois plus qu'ailleurs. Une marge d'autant plus importante que le prix de l'acier flambe depuis quelques années dans le monde. Anatoly est responsable de la production. Il confirme. Fabriquer ces produits, bien sûr que c'est très rentable dans notre usine. Notre coût de production est très bas et le prix de vente très élevé. Donc, on fait une marge très importante. Et pour réduire encore plus ses coûts, Mittal a acheté 2 centrales électriques. Il ne paye plus l'énergie dont il a besoin. Il a même acheté la compagnie de tramway pour transporter ses ouvriers. Mais ce n'est pas tout. Mittal a aussi mis la main sur le trésor du Kazakhstan. Son sous-sol, très riche en matières premières, il a carrément acheté 13 mines de fer et de charbon qui alimentent directement son usine. À 40 km de Temirtau, voici Kotsenko, la plus grande mine de charbon du pays. Sous nos pieds, 130 km de galeries et de tunnels. Et dans ce bâtiment, le trésor de Lakshmi Mittal. Un tapis roulant transporte le charbon qui est extrait de la mine. Un charbon dont le prix a été multiplié par 3 l'année dernière, pour tout le monde, sauf pour Monsieur Mittal. Rajendran, ce charbon, c'est la richesse de Monsieur Mittal. Oui, c'est un des points les plus forts. Pourquoi ? Parce que le charbon, c'est une denrée très rare en ce moment. Et on en a besoin pour faire de l'acier. Sans ça, ce serait difficile de faire marcher l'usine. Et le charbon, c'est très cher aujourd'hui. Oui, c'est très cher. Donc il vaut mieux le posséder. Oui, plutôt que de l'acheter à quelqu'un d'autre. Mittal expédie son charbon par wagons entiers directement vers son usine de Temirtau. 3 millions de tonnes sortent d'ici chaque année. Une des mines les plus productives du groupe. Mais alors, jusqu'où Mittal va-t-il dans cette course au rendement ? Jour et nuit, les grandes roues des ascenseurs ne cessent de tourner pour descendre et remonter 2500 mineurs qui travaillent à plus de 700 mètres de profondeur. Après 6 heures passées au fond de la mine, les gueules noires remontent à la surface. Ils ont pris tous les risques, car sous terre, à cause de la présence du gaz méthane, la moindre étincelle, et c'est l'explosion. Du coup, tous ont des équipements spéciaux qu'on tient à nous montrer. Ça, c'est pour détecter le gaz méthane. Et sur le casque de tous les mineurs, il y a aussi ce détecteur de méthane. Si au fond de la mine, il y a plus de 2% de gaz, le détecteur sonne. Chaque ouvrier en possède un sur son casque. C'est un signal qui fait... Ici, dans cette mine modèle qu'on a choisi de nous faire visiter,
Toutes les règles de sécurité semblent respectées. Avant d'aller travailler, les mineurs lisent même ce dernier conseil sur ce grand panneau où il est écrit « Souviens-toi, nous t'attendons à la maison, vivant et en bonne santé ». Pourtant, depuis quelque temps, les journaux dénoncent les conditions de travail dans les mines de Mittal. Exemple, la presse anglaise. Mission suicide pour les mineurs. Mittal, l'esclavagiste. Ces 3 dernières années, des accidents dramatiques ont fait plus de 100 morts. Alors pour en savoir plus, nous sommes allés, seuls cette fois, dans la ville voisine, à Karaganda, rencontrer un syndicaliste, Pavel Chomkin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, rentrez. Dans son appartement, il a fait venir 3 femmes qui connaissent bien le travail des mineurs. Bonjour. Sébastien. Le père de Marina, le mari de Liana et celui de Natalia, tous les 3 sont morts au fond de la mine, tués dans un coup de grisou. Un des plus dramatiques, c'était en septembre 2006, 41 morts. Depuis, il y a eu un procès. Dans le dossier de Natalia, des centaines de pièces qui ont servi à prouver que les managers de Mittal avaient négligé les normes de sécurité. Voilà le schéma qui montre le circuit électrique de la mine. Les endroits où se trouvent les capteurs du gaz méthane. Le jour de l'accident, ils ne marchaient pas. Ils étaient débranchés. Ils n'ont donné aucun signal. Pendant le procès, il a été établi qu'on avait débranché les capteurs pour les économiser. Ces capteurs de méthane sont sensibles et très chers. Si on les utilise souvent, il faut les changer souvent. 8 managers de la mine ont été condamnés à des peines de prison pour manquement à la sécurité. Et selon Pavel Chomkin, tout cela est lié à la course au rendement et au paiement des mineurs en fonction de la quantité de charbon extraite. Pour améliorer les conditions de travail, il faudrait des équipements, il faudrait aspirer l'air, enlever le gaz. Mais le propriétaire n'a pas d'intérêt commercial à le faire. Ce n'est pas une source de profit pour lui. Derrière nous, alors que nous discutons, un mineur est venu écouter notre conversation. Vous ne verrez pas son visage, il a trop peur des représailles. La violation des règles de sécurité, ça commence dès l'entrée de la mine. À vous, on vous fait visiter les mines de Karaganda, mais c'est parce que ce sont les mieux. On vous montre de belles images. Toutes ces installations sont dans un bien meilleur état que celle où je travaille. Allez faire un tour dans la mine de Shatkins. Vous verrez comment c'est. Et surtout la mine de Lénine, là-bas. Descendre dedans, c'est comme sauter dans le vide. La sécurité de ces mines est devenue un enjeu pour Mittal. Après les tragédies, le patron du groupe s'est déplacé au Kazakhstan. Il a indemnisé les veuves et a promis cette année 160 millions d'euros pour améliorer la sécurité. Le Kazakhstan, c'est donc un business à risque. Mais c'est aussi un pays qui a permis à l'entrepreneur de se faire un nom hors des frontières de l'Inde. C'est d'ici qu'il a amorcé sa conquête internationale. Une expansion qui s'est faite sur tous les continents de la planète. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, mais aussi l'Afrique du Sud, le Libéria, l'Algérie, l'Ukraine et l'Europe de l'Est. Des usines, des mines de fer et de charbon. Lakshmi Mittal en rachète partout, à tour de bras. En moins de 10 ans seulement, il va devenir un géant mondial de l'acier. Mais pour être le leader incontesté, il y a un pays qui est essentiel pour lui, la France. L'épopée de Mittal dans notre pays commence en 1999. Il rachète l'usine de Gandrange. Cette usine, à l'époque, perd déjà de l'argent. Le propriétaire français Usinor veut s'en débarrasser. Mittal saute sur l'occasion et 6 ans plus tard, coup de théâtre. C'était un véritable coup de tonnerre qui dépasse le cadre de la bourse. C'est une bataille frontale qui a commencé entre les 2 géants mondiaux de l'acier. Le 27 janvier 2006, surprise générale. Mittal lance une OPA, une offre publique d'achat, sur son principal concurrent.
le groupe européen Arcelor. Une entreprise qui produit 51 millions de tonnes d'acier et qui possède des usines à travers le monde et surtout en Europe, en France, où elle emploie 30 000 personnes, à Fos-sur-Mer ou encore à Dunkerque. L'émotion est vive, les politiques s'en mêlent au plus haut niveau. Ce que l'on appelle une offre inamicale ou hostile, purement financière, c'est-à-dire sans aucun projet industriel connu ou révélé. Pour l'emporter, Mittal lance alors un plan de communication. Il va donner des gages sur l'emploi. Le groupe Mittal n'arrête pas de se développer. Nous ne prévoyons pas de fermer d'usine en Europe. Et puis, il va mettre en avant Gandrange, son seul site en France, qu'il présente comme son usine modèle. Pour la presse, il joue même les guides en personne. Allons-y, et vous allez voir, c'est une usine qui marche bien. Et un peu plus loin, il insiste encore. Ça marche très bien, les employés sont heureux, la productivité est forte. Cela prouve bien que mon groupe est capable de faire des produits de grande qualité. Et Lakshmi Mittal va même jusqu'à défendre son projet devant les députés à l'Assemblée nationale. Il est reçu par la Commission des affaires économiques. Le député Michel Lipgott en faisait partie. Il s'en souvient très bien. Moi, j'ai été surtout surpris par la manière dont il avait de séduire. Enfin bon, il était là comme s'il nous avait jamais quittés, quoi. Je trouve que c'est un ami de toujours. Un ami de toujours, ouais. On se fait une bonne bouffe et puis voilà, c'était. Il sait faire. De cette rencontre avec Lakshmi Mittal, Michel Lipgott, député de la Moselle, a gardé dans son bureau le compte-rendu écrit. Une dizaine de pages, les promesses du patron indien faites à cette époque. Mittal Steel mesure l'importance que la Lorraine attache à l'industrie sidérurgique. Aucune suppression d'emploi n'aura lieu en Lorraine. Alors maintenant, avec le recul, je me dis que, bon, effectivement, on a sans doute été dupés, trompés. Car le 26 juin 2006, Lakshmi Mittal annonce en grande pompe le rachat pour 27 milliards d'euros de son concurrent. Et à peine 18 mois plus tard, il décide la fermeture de son aciérie de Gandrange qui lui avait servi de vitrine. Le patron de l'usine est pris à partie. Quand M. Mittal est venu visiter Gandrange, qu'est-ce qu'il a promis, M. Mittal? Qu'est-ce qu'il a promis? Rappelez-vous, monsieur, les investissements, on les attend encore aujourd'hui. Une annonce brutale pour les ouvriers, un choix que le groupe Mittal explique assez facilement. C'est au Luxembourg que la décision de fermer l'aciérie de Gandrange a été prise, au siège social d'ArcelorMittal. C'est là que Michel Wurth, un des 5 directeurs du groupe, accepte de nous recevoir. Dans ce contexte social très tendu en Lorraine, il nous a demandé de lui faire parvenir par avance les grands thèmes que nous souhaitons aborder avec lui. Ça va être un peu informel. Un entretien qu'il a pris soin de bien préparer. Et surprise, alors qu'il y a 2 ans Gandrange était une usine modèle, aujourd'hui le discours officiel a bien changé. La vérité avec Gandrange, c'est que depuis 1999, Gandrange a été une société, a été un site qui a été structurellement en perte. Le site perd de l'argent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Mittal dispose d'une 20aine d'usines en Europe. De l'Espagne à la Pologne, en passant par la Belgique. D'autres usines plus rentables, donc plus intéressantes pour Mittal, et sur lesquelles il veut désormais miser pour réorganiser sa production. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un raisonnement européen pour gérer ces sites-là. Mais l'Europe est un pays, devient un grand pays, en tout cas du point de vue économique. Merci beaucoup. Merci. Et c'est aussi à cette échelle européenne que Mittal gère désormais ses salariés. Retour en Lorraine, près de Gandrange. Didier Wagner, le chef électricien de l'aciérie, ira peut-être travailler dans un autre site du groupe, comme la direction s'y est engagée.
à quelques kilomètres, ou plus loin au Luxembourg. Avec Guillaume, son fils, et Marcel, son père, ils représentent 3 générations d'ouvriers à Gandrange. La famille Wagner a vécu toutes les crises de la sidérurgie et les 100 000 emplois supprimés dans la région. T'as pas mis des médailles, hein? T'as pas mis des médailles du travail? Oh, s'il y a que ça. À eux 3, ils comptabilisent 94 ans de service à Gandrange, 50 ans rien que pour Marcel. Et pour ça, il a bien mérité ses médailles du travail. C'est combien? On n'en a pas, non? Derrière les sourires, il y a beaucoup d'amertume chez les Wagner. Malgré les promesses de Mittal de reclasser tous les ouvriers, ils savent bien que c'est un coup dur pour leur région. On parle de reclasser les 5 ou 600 employés ArcelorMittal, mais il y a tous les intérimaires qui bossent chez nous, il y a tous les sous-traitants qui bossent pour nous. Ça va faire 1500 emplois qui disparaissent. C'est que les familles qui ont des enfants là aujourd'hui, qui vont à l'école encore, qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces jeunes-là? C'est une région qui va mourir tout tranquillement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus que le métal, là, et puis après ça, qui c'est qui reste? C'était pas les mêmes années. Face aux inquiétudes des Wagner, comme des autres ouvriers de Gandrange, le groupe ArcelorMittal a finalement promis de financer de nouveaux projets industriels dans la région pour 30 millions d'euros et d'y créer une centaine de nouveaux emplois. C'était en 67. On vient de voir le cas de Mittal qui va fermer en partie l'usine de Gandrange et faire un plan social. Alors, il faut savoir que dans le même temps, le numéro 1 mondial de l'acier a réalisé plus de 7 milliards d'euros de bénéfices en 2007. Mittal n'est pas la seule entreprise dans ce cas-là, loin de là. Et les gens, aujourd'hui, ont souvent du mal à comprendre que de grands groupes puissent d'un côté faire des bénéfices et de l'autre fermer des usines en supprimant des dizaines et des dizaines de postes. Alors, pourquoi certaines entreprises en viennent-elles à faire cela? La course au profit va-t-elle trop loin? Geoffroy Roux de Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Virgin Mobile, un opérateur de téléphonie mobile. Vous êtes également le président de Croissance Plus, une association de dirigeants d'entreprises. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de licencier alors que vous faisiez des profits, des bénéfices? Alors non, parce que j'étais plutôt une entreprise en croissance, mais en l'occurrence j'ai eu des états d'âme ou des cas un peu pas similaires, parce que chaque entrepreneur doit se demander s'il produit au meilleur endroit. Moi j'ai des centres d'appel, pour prendre un exemple concret. Vous savez que les centres d'appel, on peut les mettre en France et puis on peut les mettre ailleurs. Dans des pays à bas coût. Dans des pays à bas coût où effectivement le coût horaire est moins cher. Bon, moi j'ai pris la décision là il y a même quelques mois de m'installer en France, parce que quand on regarde bien l'ensemble, pas simplement le coût horaire, mais la productivité, mais la qualité, je me suis aperçu que c'était à peu près équivalent. Mais c'est pas vrai dans toutes les industries. Et il y a des industries, il y a des métiers où effectivement il y a une différence de coût telle que la bonne décision d'un entrepreneur, c'est d'aller produire ailleurs, que ça soit dans les services ou dans l'industrie, même si par ailleurs il fait des profits. Donc vous voulez dire qu'il peut y avoir des cas où des licenciements sont justifiés même si l'entreprise fait des bénéfices. Oui, je dis pas que tous les cas sont justifiés, mais je dis que c'est le devoir d'un patron de se poser la question de savoir si, par rapport à ses concurrents, par rapport à l'Europe, par rapport au monde entier, l'endroit où il produit ses services ou ses biens est fait au meilleur rapport qualité-prix. L'autre devoir d'un patron, c'est de s'occuper du reclassement des gens, parce que quand on a travaillé toute sa vie dans un métier comme la sidérurgie, mais ailleurs, et que brusquement un site ferme, on peut pas se reconvertir en quelques semaines. On voyait dans le sujet de Sébastien Renoux, cette personne qui dit oui, mais le reclassement, c'est aussi un déracinement d'une certaine façon. Alors, comment on peut justement accompagner les gens sans qu'ils sentent qu'ils vont être déracinés? J'ai envie de dire, alors c'est une réponse facile, ça aurait dû être fait en amont, c'est-à-dire que le devoir de la société en général, de l'État et d'un entrepreneur, c'est de s'occuper de la formation de ses salariés et de s'assurer qu'ils soient recasables dans d'autres métiers. Probablement... Alors, le point de la mobilité est important. Je crois que les Français doivent accepter, et c'est un message difficile à faire passer, que par rapport à la génération précédente, je crois qu'il faut que, en tout cas, la jeune génération se dise je vais travailler dans plusieurs métiers, dans plusieurs endroits et peut-être dans plusieurs pays. Et c'est une vraie révolution qu'on doit accomplir. Alors, vous dites effectivement qu'il peut y avoir effectivement des licenciements quand vous avez au sein d'une entreprise un site qui n'est pas rentable. Mais il y a aussi des entreprises qui licencient
alors que le site en question gagne de l'argent. Est-ce que d'après vous, ça c'est justifié? La question que vous posez en fait en creux, c'est est-ce que les actionnaires en général, la pression des actionnaires est trop forte et qu'elle pousse à une espèce de course au profit absurde? Moi, je ferais une différence importante entre les entreprises cotées et les entreprises non cotées. Celles qui sont en bourse ont plus de pression. D'abord parce qu'elles publient leurs résultats tous les trimestres. Or, il s'est développé depuis plusieurs années ce qu'on appelle les hedge funds, qui sont des spéculatifs. Dits spéculatifs, qui ont parfois, pas tous, tendance à regarder leurs profits sur quelques mois, voire sur quelques semaines, et peuvent pousser le management à prendre des décisions, des mauvaises décisions, de fermeture d'usine, mais d'autres. Finalement, ce qui explique cette recherche de profit maximal, enfin cette course au profit, c'est finalement le fait que les actionnaires sont souvent des gens qui ont une vision à court terme. C'est une rentabilité immédiate. C'est que, patron d'entreprise cotée, moi je l'ai été à Londres, il faut être fort, il faut avoir le soutien de son conseil d'administration, il faut avoir le soutien d'autres actionnaires, il faut être quelquefois actionnaire soi-même pour être capable de résister à cette pression-là. Ça vous est arrivé? Oui, moi j'ai coté donc ma boîte à Londres en 2000, donc la bulle internet a éclaté dans les télécoms, donc évidemment le cours de bourse a dégringolé, et quand vous avez une partie de votre argent, tout votre patrimoine dans le cas qui m'occupe, et que vous voyez le truc qui baisse tous les jours, vous vous dites il faut peut-être prendre des décisions un peu à court terme. Donc est-ce que je ferme des pays, est-ce que effectivement je vire des gens, etc. Et alors, par exemple, quel a été le cas de conscience? On a tenu parce que on a eu ce qu'on appelle des roadshows, donc présentation d'analystes, les gens disaient fermez. En résistant à cette pression, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que, alors si vous êtes... Les actionnaires vous lâchent? Voilà, les actionnaires vous lâchent. Et donc, même si vous n'êtes pas obsédé par le pognon, à un moment, si vous voulez, vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui avaient mis le cours de bourse à l'entrée de l'entreprise. Quand vous avez des salariés actionnaires aussi, tout ça, ça crée une pression. Et il faut être capable de garder son sang-froid et de raisonner froidement avec une vision, encore une fois, plutôt moyen terme. Mais quand les actionnaires demandent chaque année 15% de rentabilité, il y a un moment donné où on peut se poser la question, est-ce que c'est possible ou c'est intenable? 15% de rentabilité, ça n'est pas possible, tout simplement parce que la rentabilité d'entreprise, elle croît avec l'économie sur la durée. Alors il peut y avoir des exceptions, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je ne pense pas que les actionnaires au sens large demandent 15%. Mais certains fonds spéculatifs, effectivement, ont des exigences de rentabilité qui ne sont pas compatibles avec la croissance de l'économie réelle. D'accord. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Salaud de patron, pourquoi les Français n'aiment pas leur chef d'entreprise, qui est précisément sur ce sujet-là, un ouvrage sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, dans les sujets économiques qui suscitent la polémique, il y a une affaire dont personne n'avait imaginé qu'elle puisse arriver en France. Et pourtant, c'est bien chez nous qu'un des plus gros scandales financiers de l'histoire contemporaine a eu lieu. Je veux parler de l'affaire de la Société Générale, une affaire dans laquelle un simple employé de banque a fait perdre 5 milliards d'euros en jouant au trader. Et cet employé, bien évidemment, c'est Jérôme Kerviel. Alors, comment un tel événement a-t-il pu avoir lieu? Comment un salarié seul a-t-il pu jouer jusqu'à 50 milliards d'euros et échapper à tout contrôle dans son entreprise? L'affaire de la Société Générale est-elle vraiment singulière? Ou bien y a-t-il d'autres Jérôme Kerviel dans bien d'autres banques ou institutions financières? Voici l'histoire secrète du trader qui valait 5 milliards, signé Caroline Gauthier et Sylvain Louvet. Mardi 18 mars, devant la prison de la Santé, à Paris. Après 40 jours derrière les barreaux, un homme, détendu, aux allures de jeune premier, retrouve la liberté en attendant son procès. Des dizaines de journalistes l'attendent, il prend même la pause pour eux. Il y a quelques semaines encore, il n'était qu'un parfait anonyme. Aujourd'hui, son nom et son visage ont fait le tour de la planète. Il s'appelle Jérôme Kerviel. Il est à l'origine du plus gros scandale financier de l'histoire, l'affaire de la Société Générale. Secousse dans la finance, la Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle. Un scandale à la Société Générale. L'affaire de la Société Générale est à la une du monde entier. La nouvelle occupe la une de l'actualité depuis 3 mois. Un employé de la Société Générale a fraudé et a fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque. Son métier, trader, son terrain de jeu, la bourse. Le trader, à un certain moment, a voulu prouver aux autres qu'il était un trader d'exception. Pendant des mois, il a misé des centaines de millions sur les marchés financiers. Il ne se rend pas compte du péril qu'il est en train de faire courir à la banque. Et tout cela sans autorisation et sans éveiller le moindre soupçon.
un peu le comportement d'un gamin qui, pour se faire remarquer, va faire une grosse bêtise. En clair, tous ceux qui ont enquêté sur Jérôme Kerviel ont un point de vue similaire sur ce que serait sa personnalité. Alors comment un seul employé a-t-il failli faire sauter la banque en déjouant tous les contrôles? L'affaire Kerviel, c'est d'abord l'histoire d'un ambitieux. Un jeune homme de 31 ans, en apparence ordinaire. Pour tenter de comprendre sa personnalité, il faut retracer son parcours. Notre enquête démarre dans la banlieue de Lyon. Dans cette université spécialisée dans les métiers de la finance. C'est ici que Jérôme Kerviel a été formé. Quand il y arrive, il a 21 ans, il a déjà un bac+3, c'est un matheux. Je m'explique. Au niveau du front office, les traitements ont besoin... Dans cette salle à l'époque, il suit les mêmes cours que ses étudiants aujourd'hui. Une formation qui le destine à travailler dans une banque, comme contrôleur des opérations financières. Il y a 8 ans, Gisèle Reynaud a été l'un des professeurs de Jérôme Kerviel. Elle a mis du temps à se souvenir de son ancien élève. À l'époque, un étudiant plutôt effacé. Bonjour. Il était calme, il était posé, il avait, comme la plupart d'entre eux, un bon cursus. Il avait déjà fait des stages de back-office, donc il connaissait le métier, donc il avait un profil qui était tout à fait adéquat. Bon élève, mais très discret, à tel point que personne ne l'a vraiment remarqué. Pourtant, quelques camarades qui le côtoient de près croient déceler en lui des ambitions cachées. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux qui a préféré rester anonyme. Jérôme, il voulait être trader. Je voulais arriver, enfin, il était plus dans le truc d'être trader. Il était assez arriviste, mais on l'était tous aussi un petit peu. Une fois diplômé, Jérôme Kerviel est recruté par la Société Générale. Il y entre par la petite porte. Pas comme trader, mais comme contrôleur. Dans un service de la banque qui s'appelle le Middle Office. Pierre-Antoine Delomé, journaliste au Monde, a suivi tout le parcours de Kerviel. Quand il est rentré à la Société Générale, son diplôme ne lui permettait d'accéder qu'au service de Middle Office. Le Middle Office, c'est un peu le secrétariat des traders. Évidemment, c'est beaucoup moins bien considéré que le Front Office, où il y a les traders qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des bonus très, très élevés. Devenir trader, pour jouer en bourse et gagner beaucoup d'argent lui aussi, c'est son ambition ultime. Mais en quoi consiste exactement ce métier de trader qui fascine tant Jérôme Kerviel? Quel rôle ces gens jouent-ils sur les marchés boursiers? Aucune banque française n'a accepté de nous ouvrir sa salle de marché. Depuis cette affaire, le sujet est jugé trop sensible. C'est en Suisse, à Genève, qu'un établissement financier a accepté de jouer la transparence. Saxo Bank occupe les 2 derniers étages de cet immeuble discret. Et voici à quoi ressemble sa salle de marché. Une ambiance de ruche où l'on parle toutes les langues. 59. On est à 60. Usted desea una cotización del euro-dólar. Okay, خلاص, I'll get back to you in 5 minutes. Thank you. Salam ya fandom, assalam. Des dizaines d'écrans d'ordinateurs sur les bureaux, reliés au marché financier du monde entier. Chaque jour, ces hommes, des traders, brassent des centaines de milliers d'euros. Et la journée commence toujours par un point sur les nouvelles tendances boursières. Bonjour à tous. Donc, c'est un marché en pleine ébullition que nous avons aujourd'hui. Les traders écoutent religieusement les conseils de l'analyste. Parmi eux, Didier Abato, 10 ans de métier, à acheter et à vendre sur les bourses mondiales. De retour à son poste, il ne va pas quitter des yeux ses écrans. Il doit surveiller le moindre mouvement du marché pour acheter au meilleur prix. Non mais là il y a une volatilité, c'est incroyable. Enfin la tendance euro-dollar est vraiment forte, hein. Ça continue sur l'or, le pétrole. Ce jour-là, un client de Didier veut acheter 1000 actions BNP.
Au moment où il les commande, elles valent 68,48 €. C'est le tarif que le client paiera. Pour faire une marge, Didier doit donc les acheter moins cher en bourse. Alors, il va prendre le risque d'attendre que le cours baisse. Quelques minutes plus tard, coup de chance, l'action vaut 68,46 €. C'est 2 centimes de moins et pour Didier, 2 centimes de marge par action. C'est combien alors là le gain? Alors là, donc pour 1000, pour 2 centimes d'euros, ça donne 20 €. Ah, c'est un tout petit gain. Ouais, c'est tout petit. Mais des petits gains comme celui-ci, Didier en réalise des centaines dans la journée. Vous avez une idée là des gains que vous avez réalisés sur toutes les opérations depuis ce matin? Et des pertes que vous avez réalisées? Où est-ce que vous pouvez voir ça? En fait, je peux le voir sur mon logiciel, mais je préfère pas le montrer. On peut avoir une idée si vous êtes plutôt dans le rouge ou si vous êtes plutôt positif? On est dans le positif. Ce que Didier rechigne à nous montrer, ce sont les profits mirobolants qu'il réalise chaque jour pour le compte de sa banque. Au bout d'une année, cela représenterait, selon nos calculs, plus de 10 millions d'euros. Ces résultats, c'est ce qui va conditionner son bonus annuel, 200 000 € en moyenne d'après nos estimations. Dans les plus grosses banques, cela peut atteindre plusieurs millions d'euros. Ces super primes de trader, Jérôme Kerviel en rêve à son arrivée à la Société Générale. Charmeur mais surtout bosseur, ce jeune homme ambitieux saura vite se faire remarquer par sa hiérarchie. En moins de 5 ans, comme cela figure sur son CV, il gravit tous les échelons. Du middle office, il passe assistant trader, avant d'accéder enfin au sein des saints, la prestigieuse salle de marché de la Société Générale. Rares sont ceux à avoir eu le droit d'y pénétrer. C'est le cas de la journaliste Odile Benyaya-Kouider. C'est une salle immense qui fait tout le long de l'étage de la Société Générale au 7e étage. Ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, des gens très jeunes. On prend un coup de vieux quand on va à la salle de marché. C'est des gens qui ont beaucoup d'écrans devant eux, qui travaillent. Et c'est assez bien insonorisé, donc on n'entend pas vraiment comment ça fonctionne. Ils travaillent chacun par desk. Jérôme Kerviel se retrouve au milieu de 1800 traders. Son travail consiste à faire gagner de l'argent à la Société Générale en misant sur les marchés. Mais comme il est débutant, la banque lui impose des règles très strictes. Il fait ce que l'on appelle de l'arbitrage, une des activités les moins risquées dans le métier de trader. Le principe est le suivant. Lorsqu'il achète un produit financier 100 € par exemple, il doit forcément vendre un autre produit financier du même genre pour une somme presque équivalente, 101 € dans le cas présent. L'objectif est de limiter son risque au maximum. C'est sur la différence entre les deux opérations qu'il réalise de petits bénéfices, ici 1 €. Cette procédure est imposée par la banque à tous ceux qui font de l'arbitrage. Mais le problème, c'est que Kerviel veut obtenir de plus gros gains, se hisser ainsi à la hauteur des meilleurs traders de l'entreprise, ceux qui sortent des plus grandes écoles. Il est entouré de surdoués des maths, de centraliens, de polytechniciens, et il sent très bien qu'il n'est pas bien considéré. Enfin, qu'il ne sera jamais aussi bien considéré que ces super diplômés. Et du coup, il a ce réflexe, comme il a un ego quand même visiblement assez surdimensionné, il va vouloir montrer qu'il est meilleur qu'eux. Et pour ça, il va prendre des risques tout à fait inconsidérés sur les marchés financiers. Il le dit, hein, il rêve d'être un trader d'exception. Alors, pour gagner beaucoup plus d'argent, Kerviel va passer outre les consignes de la Société Générale. Et il va procéder par étapes. Tout d'abord, en 2005, il commence par miser plusieurs millions d'euros sur un produit financier. Mais contrairement à ce qu'exige la banque, il ne fait pas l'opération inverse qui lui permettrait de se couvrir. C'est extrêmement risqué. Mais quelques semaines plus tard, il revend ce même produit en faisant un énorme bénéfice, 500 000 €, soit 20 fois plus que ses gains habituels.
Un joli coup qui ne passe pas inaperçu. Ses chefs s'aperçoivent qu'il a gagné de l'argent, ils lui demandent mais comment en fait tu as fait cette opération? Et là il avoue. Il avoue qu'il a pris des risques qu'il n'avait pas le droit de prendre. Selon Nicolas Cory, journaliste spécialiste du monde de la finance lui aussi, cette opération a été déterminante pour Jérôme Kerviel. Quand on fait gagner de l'argent à sa banque, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher derrière? On peut lui reprocher de ne pas avoir suivi effectivement les règles, mais finalement, tant qu'on gagne, effectivement, on ferme les yeux. Une simple réprimande, ce n'est pas suffisant pour dissuader Kerviel de recommencer. Cette fois-ci, le trader va faire en sorte de masquer ses opérations interdites. C'est la deuxième étape. Comme d'habitude, il commence par acheter un produit financier à 100 €, par exemple. Mais il ne vend rien de l'autre côté pour minimiser son risque. Alors, pour faire croire à ses supérieurs que tout va bien, il va leur mentir. Il déclare informatiquement une opération destinée à le couvrir, une opération qu'en réalité, il n'a jamais réalisée. Ça paraît simple, mais pour y arriver, il lui faut déjouer les contrôles informatiques de la banque. Il est doué, mais on peut voir aussi que dans sa façon de tricher, de manipuler, de frauder pendant un an et demi, il a été extraordinairement doué. C'est une sorte de génie de la fraude, et de la manipulation, de la triche. Pour Jérôme Kerviel, c'est le début de l'engrenage. Il va miser de plus en plus d'argent sans jamais couvrir ses risques. Voici la courbe de ses résultats. Au début, il ne fait que perdre, jusqu'à 2 milliards d'euros en juillet 2007. Puis ses opérations boursières se révèlent gagnantes de plus en plus, jusqu'à atteindre 1,4 milliard en décembre. Jérôme Kerviel est tombé dans un travers que Tami Cabage, lui-même ancien trader, a analysé dans l'un de ses ouvrages sur la psychologie des traders. Il y a l'erreur qui consiste à rejeter les pertes. Donc je perds de l'argent, je refuse de perdre et je prends de plus en plus de risques. Mais il y a également cette situation où l'on gagne et on tombe dans le piège de l'excès de confiance. Je me crois invincible. Je gagne de l'argent, donc je suis très bon. Et en effet, grisé par ses derniers succès, Jérôme Kerviel multiplie ses opérations interdites par la banque jusqu'à la découverte du poteau rose. Nous sommes à la mi-janvier. Derrière ses fenêtres, branle-bas de combat un samedi soir à la Société Générale. En clôturant les comptes de l'année 2007, les comptables ont découvert que le trader Jérôme Kerviel a acheté pour 50 milliards d'euros de produits financiers sur les bourses européennes. Une somme astronomique qui met la banque en danger. Toute la nuit, on fait tourner les ordinateurs pour essayer de détecter toutes ces propositions de l'année 2007. Ils ne dorment pas pendant des nuits entières. Ils sont Philippe Citerne, donc le numéro 2 de la banque, installe un lit de camp dans son bureau. Ils sont dans l'urgence de sauver la banque. Ils sont effondrés, totalement effondrés. Parce qu'ils ont conscience que c'est quand même qu'ils ont affaire à la plus grande affaire de rock trading, comme disent les anglo-saxons, le trading pourri de l'histoire. Sur des montants comme ça, sur des sommes comme ça, ça s'est jamais vu. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Daniel Bouton, le PDG de la société, donne l'ordre à ses équipes de tout vendre au plus vite. Mais ce que Jérôme Kerviel a acheté pour 50 milliards d'euros, la Société Générale va devoir le brader pour beaucoup moins cher, car c'est le pire moment pour vendre. Depuis quelques heures, toutes les bourses asiatiques sont en chute libre. Résultat, une perte colossale de près de 5 milliards d'euros pour la banque française. Le scandale éclate alors au grand jour. Nous sommes réunis dans une circonstance tout à fait extraordinaire. Daniel Bouton, l'un des plus puissants patrons français, n'emmène pas large ce jeudi 24 janvier. Ce qu'il annonce aux journalistes est humiliant. Un tout jeune trader a fait perdre 5 milliards d'euros à sa banque. Quelque part, il doit avoir dans sa tête l'idée que ce petit merdeux, quand même, il est en train de mettre toute sa carrière en l'air et de mettre en jeu toute la banque. C'est quand même violent pour un grand patron comme ça. Jérôme Kerviel a joué avec l'argent de la banque pendant des mois sans qu'aucun enrichissement personnel n'ait été démontré. Comment a-t-il pu si longtemps berner les systèmes de contrôle d'une des plus grandes banques françaises ?
Pour comprendre comment sont surveillées les opérations d'une salle de marché, retour à Genève, chez Saxo Bank. Nicolas Berardi, c'est le contrôleur en chef de tous les traders de cet établissement. Tout est centralisé dans ses ordinateurs. Si je comprends bien, donc c'est d'ici que vous gérez tout, c'est un peu la tour de contrôle? Voilà, en fait un peu la tour de contrôle avec certains outils, effectivement. Donc, ces outils lui permettent de détecter le moindre problème. Par exemple, si un trader mise soudain trop d'argent sur une valeur, dans son bureau, juste à côté, Nicolas Berardi est aussitôt alerté. Alors là, on verrait tout d'un coup un montant qui serait énorme par rapport aux autres titres, il sortirait en haut de liste. Et à ce niveau-là, on va voir ce qui s'est passé au niveau de la salle des marchés. Pourquoi on a ça? Parce qu'il peut y avoir une erreur. Un trader peut se tromper et rajouter 3 zéros en trop? Exactement. Et là, vous le voyez tout de suite? Exactement, dans la seconde qui suit. Le problème, c'est que Jérôme Kerviel, lui, a commencé comme contrôleur à la Société Générale. Une expérience dont il va tirer le meilleur profit. Il se trouve qu'également, Jérôme Kerviel maîtrisait à la perfection le contrôle, le back-office. Il savait quelles étaient les procédures, quels étaient également les moyens de vérifier donc ces opérations. Il a réussi donc à camoufler ses positions en utilisant donc plusieurs faux fax, etc., plusieurs faux documents. Et ce petit jeu va durer ainsi pendant 20 mois. Pourtant, les indices qui auraient pu le faire repérer ne manquaient pas. Philippe Guggenheim a travaillé 8 ans dans la salle de marché de la Société Générale. Il dirigeait 22 traders comme Jérôme Kerviel. Quand il a appris la fraude, il s'est tout de suite douté de ce qu'il s'était passé. Alors, ma première réaction, c'était de me dire Jérôme Kerviel ne devait pas prendre de vacances. Pourquoi vous êtes dit ça? Parce que je pense que pour arriver à cacher pendant aussi longtemps ce qu'il faisait, il ne pouvait pas abandonner son bureau. Parce que n'importe qui aurait pu, pendant quelques jours, avoir l'occasion de regarder les positions de Jérôme Kerviel aurait vu ce qui se passait. Et en effet, pendant 8 mois, Jérôme Kerviel n'a pas pris un seul jour de congé, sans que cela n'alarme ses supérieurs. Mais il y a bien pire encore. Selon un rapport d'enquête interne publié il y a 2 mois, la banque avait bien détecté les agissements de Jérôme Kerviel. Mais personne n'a réagi. De juin 2006 à janvier 2008, le jeune trader va faire l'objet de pas moins de 75 alertes de la part des contrôleurs. Un chiffre totalement aberrant aux yeux de Philippe Guggenheim. Moi, ça me paraît beaucoup. Donc, j'ai travaillé à la Société Générale pendant 8 ans. J'ai dû avoir 2 fois en 8 ans des signaux d'alerte et qui étaient sur des limites de risque dépassées de manière marginale. 2 signaux d'alerte seulement, 8 ans? Oui, donc 75, ça fait beaucoup. Plus inquiétante encore, l'absence de réaction de la hiérarchie suite à ces alertes. Avril 2007, par exemple, un contrôleur repère un écart de 242 millions d'euros sur une opération. Il ne prend pas la peine d'avertir la hiérarchie. Mai 2007, un mois plus tard, un autre agent détecte une opération effectuée un samedi alors que toutes les bourses sont fermées, classée sans suite. Nouvelle alerte en janvier 2008. Cette fois-ci, le contrôleur avoue ne pas avoir compris l'explication fournie par Kerviel. C'est seulement à la 75e alerte, le 18 janvier dernier, que le trader est enfin repéré. Alors, comment cette fraude a-t-elle pu durer si longtemps sans que personne ne réagisse? Cette question, tout le monde se la pose depuis 3 mois. À commencer par les députés. Il y a 2 semaines, Daniel Bouton, patron de la Société Générale, est venu s'expliquer devant la Commission des Finances. Pendant 2 heures, pressé de questions, Daniel Bouton va systématiquement botter en touche. Il estime que même si elles n'ont pas été suivies des faits, les alertes ont fonctionné. Cette fraude, dont les conséquences ont été très importantes, cette fraude, elle ne remet pas en cause du tout nos systèmes de mesure et de valorisation du risque. À la fin de l'audition, le patron de la Société Générale a refusé de répondre à toutes nos questions.
Monsieur Bouton. Non, pas de déclaration spécifique, tout était télévisable. Jérôme Kerviel a agi pendant 8 mois sans que vos services ne voient rien. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce une question, madame? Oui, c'est une question. J'ai répondu à toutes les questions. Je n'ajouterai rigoureusement rien. J'ai répondu à toutes les questions, mesdames. Merci. Daniel Bouton n'en dira pas plus ce jour-là. Il devra bientôt s'expliquer face à un public bien plus exigeant, les actionnaires de sa banque. On vient de voir cette enquête sur l'affaire de la Société Générale et la question que l'on peut se poser est la suivante. L'affaire Kerviel est-elle une histoire singulière ou peut-elle se reproduire? Elie Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, prof à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS. Ce qui est arrivé à la Société Générale avec un trader qui joue 50 milliards d'euros et qui en perd 5, est-ce que ça vous a surpris? Non, ça ne m'a pas surpris parce qu'au cours des 10 dernières années, on a eu au moins 10 affaires comme ça. Ce qui surprend, ce sont les montants et c'est la capacité qu'a eu un trader individuel à pouvoir engager plus que les fonds propres de l'entreprise. Là, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Il y a eu manifestement un dysfonctionnement majeur. Mais il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Premièrement, la banque est depuis une vingtaine d'années soumise à une pression à la performance financière qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que depuis à peu près 20 ans, on assiste à la transformation de banques traditionnelles qui étaient des banques de dépôt en des créatures un peu particulières qui sont à la fois banques de dépôt, c'est-à-dire qui continuent à faire leur métier traditionnel, qui gèrent votre épargne, qui vous font du crédit, mais qui en même temps ont développé à côté des activités de hedge fund. Alors, de fonds d'investissement, de fonds spéculatifs. De fonds spéculatifs, alors pour compte propre, en gérant leur propre argent, et également pour compte de tiers. Donc ce mariage un peu bizarre entre une activité très traditionnelle et une activité très risquée, c'est une chose assez surprenante. Donc c'est la course au profit, voilà, de l'industrie financière. De l'industrie financière. Et il se trouve que la rémunération de ces traders est directement liée à la performance qu'ils réalisent. Or, ce qu'on mesure, c'est la performance immédiate. On ne mesure pas la performance sur 5 ans, 10 ans. Ils sont payés sur la performance des coûts qu'ils font. Exactement, sur les prises de risque. Donc il y a une incitation à une prise de risque excessive parce que la rémunération immédiate, les fameux bonus, dépendent directement de cette prise de risque. Donc ils sont tentés de franchir la ligne jaune. Voilà. Alors vous dites effectivement que les banques jouent au fonds spéculatif, mais enfin d'une certaine façon, quand des traders comme Jérôme Kerviel, qui sont bien évidemment rémunérés en partie sur la performance des coûts qu'ils sont en train de jouer en bourse ou en tout cas en finance, est-ce que ça veut dire que finalement leurs chefs entre guillemets sont bien au courant de cela? Alors ce qu'on constate à chaque fois, lorsqu'il y a ces affaires qui apparaissent, c'est que ces contrôles n'ont pas fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut avoir un contrôle parfait? Non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans le fonctionnement courant, il y a bien entendu les règles, mais il y a la tolérance aux marges. Et c'est cette tolérance aux marges qui fait que parfois un trader un peu audacieux ou un peu inconscient franchit les lignes sans être pris immédiatement. Mais alors, est-ce que on a vu que là, dans le cas de la Société Générale, le pire a été évité puisque la banque a été renflouée. Mais est-ce que un seul trader comme Kerviel, puisqu'on le cite là, mais peut-être un autre dans le futur, peut faire sauter la banque? Ça s'est arrivé. C'est l'affaire Barings, c'est l'affaire Nick Leeson. Nick Leeson avait pris des positions qu'il avait lui aussi camouflées dans des comptes parking. Il avait fait une spéculation sur le yen et il s'est trompé fondamentalement. Il a reconduit sa position et à la fin, ses pertes étaient supérieures aux fonds propres de l'entreprise. Donc Barings, qui était la banque de la couronne britannique, a été vendue pour la livre symbolique. Barings, c'était il y a plus de 10 ans. Oui. 10 ans plus tard, les échanges se sont beaucoup plus mondialisés. Les banques sont présentes dans tous les pays. Quel impact ça aurait qu'une banque comme la Société Générale ou d'autres saute? Lorsqu'une banque est en défaut et qu'elle risque d'entraîner dans la foulée l'ensemble du système bancaire, alors vous avez le gardien suprême, la Banque centrale, qui agit, comme on dit, en prêteur en dernier ressort, parce qu'on ne peut pas tolérer l'effondrement du système financier. Bon, en tout cas, merci infiniment de nous avoir donné ce décryptage et d'être venu sur ce plateau ce soir.
Alors tout à l'heure dans l'émission, on a parlé d'usines qui ferment avec des suppressions de postes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui perdent leur emploi parce que leur boîte met la clé sous la porte. En 2007, il y a eu 50 000 faillites d'entreprises, c'est 15% de plus qu'il y a 7 ans. Mais vous allez voir maintenant que la faillite, ce n'est pas toujours la fin de l'histoire pour une entreprise. Il existe une alternative, celle où les salariés décident de reprendre leur boîte et devenir leur propre patron. Aujourd'hui, près de 40 000 employés travaillent sous ce régime en France. Alors, comment fonctionne ce système ? Revenus, conditions de travail, motivation, qu'est-ce que ça change réellement quand les salariés deviennent patrons et actionnaires ? C'est une enquête de Vincent Fourcade. Pour Georges Daucher, un simple salarié, la galère a débuté il y a 6 mois. Un matin d'octobre 2007, lui et ses collègues se retrouvent tout seuls dans leur imprimerie. La veille, le patron est parti. Voilà le bureau du PDG, donc. Et le problème, c'est qu'il n'est jamais revenu. Il s'est vraiment, il a lâché prise, quoi. Le capitaine a lâché la barre de l'entreprise. Et depuis, rien n'a bougé. Même sa tasse à café est encore là. L'entreprise a déposé le bilan. Et les salariés comme Georges et Michel n'ont pas eu le choix. Ils ont dû faire tourner la machine tout seuls. Depuis 5 mois, on a vraiment l'impression, de toute façon, c'est nous les patrons, quoi. On est tous patrons. On prend les décisions ensemble, on voit ce qu'il y a à faire, et puis un peu côté collégial, et puis on prend les décisions, et puis ça roule. Alors quitte à jouer au patron, Georges, Michel et les autres se sont mis dans l'idée de reprendre l'entreprise, eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on risque ? Ça ferme demain, on est chacun de notre côté, chez nous, au chômage. On ne retrouvera pas, actuellement, on ne retrouvera pas de travail dans l'imprimerie, hein, c'est très très dur. Donc, qu'est-ce qu'on risque ? Si on nous donne l'autorisation de continuer comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans ? Si ça marche bien, on va embaucher. Donc, bien géré, oui, bien géré, je pense que... Bien géré, tout. On risque quoi ? Comme Georges et Michel, la plupart des 11 salariés de l'imprimerie a décidé de se battre pour éviter que l'entreprise disparaisse. Pour y arriver, ils vont donc tenter de reprendre leur boîte. En France, des employés qui, comme eux, refusent la fatalité d'une entreprise qui met la clé sous la porte, on en trouve dans toutes les régions. Le nombre de sociétés reprises par leurs salariés est aujourd'hui 3 fois plus important qu'il y a 10 ans. Dans ces entreprises, une seule règle, les salariés sont aussi les actionnaires, et donc leurs propres patrons. Ils élisent leurs dirigeants, votent les grandes décisions, et à la fin de l'année, c'est dans leur poche qu'atterrissent les bénéfices. Ces entreprises, on les appelle des SCOP, des sociétés coopératives. Il n'y en a que 2000 en France, elles font travailler 40 000 salariés. Tous patrons, tous égaux, ce rêve est-il vraiment possible et à quel prix ? Plongés dans un univers où ce sont les salariés qui font régner leurs lois. La route, c'est son métier depuis plus de 30 ans. Jean-Marie, 52 ans, est conducteur de poids lourd dans une PME près de Niort. Mais ce n'est pas sa seule activité dans cette entreprise. Depuis 2 ans, il siège également au conseil d'administration de sa société, là où se prennent toutes les décisions stratégiques. C'est pas très facile en fait. Pas très facile. Et c'est vrai que la critique est facile quand on est simplement salarié dans une entreprise avec un patron, et donc c'est vrai que la critique est facile. Mais en fait, quand on est dedans, ça n'a pas toujours été évident, quoi. C'est pas évident. Jean-Marie travaille pour la société de transport Gentil. Ici, son surnom, c'est Cowboy. Devenir l'un des dirigeants de l'entreprise, ça lui est tombé dessus un peu par hasard. Tout commence fin 2005. Victime de la concurrence des chauffeurs des pays de l'Est, l'entreprise est en faillite. Elle est placée en redressement judiciaire. Alors pour éviter de perdre leurs emplois, une majorité de salariés décide de reprendre l'entreprise qui devient une coopérative. Les salariés sont les nouveaux propriétaires. Jean-Philippe Audet, l'ancien numéro 2, est alors élu PDG par tous les salariés. Thierry, ça va ? Et lors de sa petite tournée du matin, ce ne sont plus seulement des salariés que Jean-Philippe salue, mais également des associés.
sont vos associés? Ah ben voilà, là, il y a un associé, là. Des associés. Car pour reprendre leur entreprise, ces salariés ont accepté d'acheter des parts de la société. Ils ont investi en moyenne 3 000 € chacun pour devenir actionnaires de la coopérative Gentil. Ce jour-là, Jean-Philippe a convoqué les 14 salariés élus au conseil d'administration. Parmi eux, Jean-Marie. Comment tu vas, toi? Belle forme? Nous sommes un samedi et chacun a pris son temps libre pour participer à ce conseil d'administration. Ici, il n'y a ni prime, ni dédommagement. C'est que des bénévolats. Et vous voyez, il y a du monde, c'est bien. Au programme, une importante décision à prendre. Doivent-ils, oui ou non, racheter 4 camions qui arrivent en fin de location? 51 000 €, ça va nous faire débourser 51 000 € entre le mois de mai et le mois de décembre. 51 000 €, c'est la moitié de leurs bénéfices annuels. Alors pour prendre cette décision, Jean-Philippe fait preuve de pédagogie. Et au bout d'une demi-heure, il faut choisir. Pour moi, il n'y a pas photo, mais il faut qu'on décide quand même. Dans la pièce, un grand silence. Tout le monde est d'accord avec Jean-Philippe. Pas d'objection à ça? Cela se passe bien souvent comme ça. Ici, on compte un peu sur Jean-Philippe, l'homme des dossiers, pour souffler les bonnes décisions. Et si Jean-Philippe prend le temps de bien expliquer ses choix, c'est que pour tous les salariés de l'entreprise qui sont devenus actionnaires, 1 €, c'est 1 €. Aujourd'hui, autour de la table, c'est l'argent de tout le monde. C'est-à-dire, si on dépense 1 € dans l'entreprise, c'est 1 € qui appartient à tout le monde. Et c'est très important. Une gestion rigoureuse, c'est bien ce qui a permis de sauver l'entreprise. Alors les économies sont un peu devenues l'obsession de chaque salarié. Par exemple, quand Jean-Marie doit faire le plein de son camion. Cela se passe maintenant dans la cour de l'entreprise. Les salariés ont décidé de remettre en état la vieille cuve à gasoil. Avant la scope, ça marchait pas, donc. Nous l'avons remis en route. Et puis, mais c'est toujours intéressant. Car faire le plein à la maison, ce n'est pas seulement plus pratique, c'est surtout moins cher. Ici, il n'y a pas de pompiste à payer. Et quand Jean-Marie prend ses 900 litres, son entreprise économise 90 €, 10 centimes de moins par litre. Avant la scope, c'était pas nous. C'est toujours pareil. Maintenant, c'est nous qui payons. Donc, par la logique, il faut faire attention. Et les petites économies, c'est important, hein. Bout à bout. Malgré ces économies, la coopérative Gentil consomme chaque mois pour près de 300 000 € de gasoil, le deuxième poste de dépense de l'entreprise. Alors pour faire baisser la facture, il a fallu changer de manière au volant. Quand Jean-Marie prend la route, il surveille de près sa vitesse. Il faut éviter de gâcher le carburant. Pour faire des économies, comme c'est notre but à nous, il faut y aller en douceur, c'est évident. Faut pas trop appuyer, faut pas trop... Voilà, il faut partir tout doucement, et le poids fait le reste. Des petits trucs qui leur permettent de diminuer de 4 % la consommation de tous leurs camions, soit au total 6 000 € de moins à sortir chaque mois. Chaque petit euro qu'on met dans le porte-monnaie, même pas en euros, mais en 10 centimes d'euros qu'on met dans le porte-monnaie, c'est de l'argent qui se multiplie et qui, au bout d'un an, est logiquement pour nous, pour les associés comme pour les salariés. Plus il y en a, plus c'est intéressant. La coopérative Gentil a moins de 2 ans et reste fragile. Elle vient tout juste de réaliser ses premiers bénéfices. Mais quand une société dirigée par les salariés parvient à se développer et devenir une grande entreprise, elle peut s'avérer un vrai jackpot pour ses salariés actionnaires. En banlieue parisienne, le siège de l'une des coopératives les plus riches de France, le groupe Chèque Déjeuner. 300 salariés pour un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Le groupe Chèque Déjeuner, c'est le numéro 3 mondial des titres de paiement. Des chèques, ils en ont pour toutes les occasions. Déjeuner bien sûr, mais aussi avoir de l'aide à domicile, écouter de la musique ou se déplacer. 500 millions de coupons vendus chaque année. Salut Sylvie. À la tête de cette grosse machine, Jacques Landriot. En 1992, il est élu PDG de l'entreprise par les salariés. Et ça s'appelait à l'époque Georges Rinaud Smatable. Alors ça date... Il prend la suite du fondateur, Georges Rinaud. C'est cet homme,
fils d'un forgeron portugais qui lance le chèque déjeuner en 1964. Son idée, permettre à chaque salarié de quitter le bureau pour déjeuner dans le restaurant de son choix. À l'époque, c'est du jamais vu. Le principe est simple, le salarié paye la moitié de son chèque, son employeur l'autre moitié. Mademoiselle, êtes-vous satisfaite de cette formule? Oui, monsieur. J'ai le choix du restaurant, le choix du menu. Pour vous, c'est une liberté, malgré tout. Oui, c'est une liberté, oui. À l'époque, Georges Rinaud, syndicaliste convaincu, ne se voit pas dans le rôle du patron. Il se demande comment partager le pouvoir avec ses futurs salariés. Alors pour fonder son entreprise, il choisit le modèle coopératif. 40 ans plus tard, cette idée continue à enrichir les salariés du groupe Chèque Déjeuner. Et pour comprendre comment cette entreprise gagne de l'argent quand vous mangez, il suffit d'aller au restaurant avec Jacques Landriot. Il prend le plat du jour, un café, et c'est au moment de payer l'addition que son groupe gagne de l'argent. Dès qu'un chèque déjeuner change de main, il prend une com au passage. 10,90. Voilà, 10. Le restaurateur me verse une partie, une commission, d'à peu près 1%. Et vous avez la commission des entreprises de 1% également, c'est-à-dire 2% sur un chèque de 10 €. Sur un chèque de 10 €, vous prenez une commission de 2%? Voilà. Ça fait combien? 20 centimes d'euros. 20 centimes. Au revoir, madame. Cela peut paraître dérisoire, mais des chèques déjeuner, Jacques Landriot en imprime à tour de bras. 18 millions sortent de ces machines chaque mois. De quoi se nourrir tous les ans pour 1,3 milliard d'euros. Et plus vous utilisez ces chèques, et plus les salariés du groupe s'enrichissent. Car ici, comme dans toutes les coopératives, les employés se partagent chaque année près de la moitié des bénéfices. Une distribution à parts égales, que l'on soit secrétaire ou patron de l'entreprise. Oui. Alex, l'hôtesse d'accueil, touche donc autant d'argent sur les bénéfices que Jacques Landriot, son PDG. Il ouvre dans un petit quart d'heure. Et quand on apprend à combien s'élève sa participation, Au revoir, monsieur. cela semble à peine croyable. Combien vous avez gagné par exemple l'année dernière? En termes de participation, 20 000 € net, net d'impôt, en termes de participation uniquement. 20 000 € net. Oui. Vous êtes l'hôtesse... La mieux payée de France, vous pouvez le dire. Confirmation quand Alex fait le calcul de ses revenus annuels. Je multiplie par 15, on va dire. Salaire multiplié par 15, car ici on est payé l'équivalent de 15 mois. C'est la participation qui est en moyenne de 20 000 € et vous avez 39 500 €. 3 300 € par mois pour 35 heures par semaine. C'est 3 fois plus qu'une autre hôtesse dans une entreprise classique. Et ce n'est pas tout. Non seulement les salariés touchent une belle part des bénéfices, mais en plus dans une coopérative, la direction leur rend des comptes. Aujourd'hui, Alex met sa casquette d'actionnaire de la coopérative. Bonjour. Elle est conviée à une réunion sur les finances de l'entreprise. Bonjour. Catherine, l'administratrice, a le sourire. C'est que les nouvelles sont bonnes et donc que les caisses se remplissent. Qui correspond à 1,23%. Et l'APS globale, donc nos recettes sont en progression de 2,89%. Chèque déjeuner a ainsi dégagé plus de 15 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Chèque déjeuner, et là on est à 34,13 à fin février, c'est bien. On a des résultats qui font rêver tous ceux qui se lancent dans l'aventure des entreprises coopératives. Et donc maintenant on est... Mais dans la majorité des cas, quand les salariés essayent de reprendre leur société, c'est d'abord une question de survie. Il s'agit avant tout d'éviter qu'elles ne mettent définitivement la clé sous la porte. À 60 km à l'est de Paris, nous voici de retour à Meaux, dans l'imprimerie où travaille Georges et Michel, l'entreprise depuis 5 mois sans PDG. Pour sauver leurs emplois, ils sont prêts à prendre le risque de reprendre l'entreprise. Mais ils ne savent pas comment faire. Ce jour-là, ils comptent sur l'aide d'une professionnelle de la sauvegarde d'entreprises en difficulté. Sans elle, rien ne sera possible. C'est un petit peu le rendez-vous de la dernière chance ou pas aujourd'hui? Tout à fait, ouais. Ouais. La dernière chance, c'est le mot d'ailleurs, ouais, c'est ça. Oui, c'est la dernière chance. Les deux hommes vont devoir faire preuve de beaucoup de persuasion. Ils ont rendez-vous avec un responsable de l'Union des Scopes. C'est l'organisation qui fédère les entreprises coopératives en France. Ce jour-là,
C'est Sylvie Noury qui les reçoit. Bonjour, enchanté. Elle est directrice de l'Union des Scopes pour l'Île-de-France. Son association dispose de 30 millions d'euros pour aider les entreprises comme celle de Georges et Michel qui veulent devenir des coopératives. Un trésor de guerre financé par toutes les Scopes du pays. Chacune reverse chaque année 0,3% de son chiffre d'affaires à l'association. Georges et Michel viennent chercher des conseils et de l'argent. Mais avant de les aider, Sylvie Noury veut d'abord savoir à qui elle a affaire. Est-ce que vous savez si jamais, depuis le mois d'octobre, votre entreprise perd ou gagne de l'argent? Alors j'ai les chiffres, Sylvie Noury ne donnera jamais un centime à perte. Si, je vous les ai notés. Elle ne mise que sur des entreprises qui ont encore un avenir. Voilà, 2004, 2005, 2006, 2007, je vous ai tout remarqué, moi. Après un rapide coup d'œil, les affaires ne semblent pas catastrophiques. A priori, d'après les chiffres, vous devriez aujourd'hui ne plus être en perte. Mais c'est ce que je me dis aussi. À la louche. Alors après, on va vérifier un petit peu. Voilà, mais sinon... Mais avant d'engager la moindre somme, elle va devoir aller vérifier par elle-même ce que vaut l'imprimerie. Elle va la passer au peigne fin. Et comptez sur moi si jamais je ne sens pas les choses, je vous le dirai. Ah bah on préfère savoir tout de suite. Ah ouais, voilà. Et ça arrive régulièrement que après quelques jours de travail, je dise bah écoutez, ça me semble extrêmement risqué pour telle et telle raison. Ouais. Georges et Michel l'ont bien compris. Non, mais vous avez rien n'est gagné. La prochaine étape, c'est dans 3 jours. Je vous dis au revoir. Quand Sylvie Noury viendra inspecter leur imprimerie. Sa visite sera déterminante et ce qu'elle va leur dire risque d'être dur à entendre. Parce qu'il faut bosser ce week-end. Oui, tout à fait. Et à mardi soir. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. 3 jours plus tard, à Meaux, Sylvie Noury vient se faire sa propre idée sur l'imprimerie Pouillet. Toujours la même question. Y a-t-il quelque chose à sauver, comme le pensent Michel et les autres salariés? On s'installe où pour travailler? Et ça commence par un petit tour de l'entreprise. Vous me faites visiter? Bien sûr, bien sûr. Premier bon point pour l'imprimerie Pouillet. Ah, vous avez du bon matériel quand même. Du matériel de qualité et en plus les machines tournent. C'est bon signe. Cela veut dire que l'imprimerie a encore des commandes. Là, vous imprimez quoi? On imprime un petit livret pour Intermarché. Pour Intermarché? Un livret de prix, de catalogue? Oui, tout à fait. D'accord. L'état de la clientèle, c'est le principal souci de Sylvie. Ça, c'est tous les travaux en cours. Car bien souvent, quand une entreprise dépose le bilan, les clients vont voir ailleurs. Et sans eux, possible de relancer l'activité. Sylvie Noury jette un œil sur les livraisons en cours. Elle veut savoir précisément quels sont les clients qui font toujours confiance à l'imprimerie Pouillet. Alors Sylvie a demandé à Georges et Michel de prendre des nouvelles de leurs 20 plus gros partenaires. Alors, J'ai des lettres de clients qui continuent à nous faire confiance. Il y en a d'autres qui mettent la somme, qui sont prêtes au cas où pour nous aider pour la SCOP. Mais comme tous n'ont pas encore répondu, Georges va devoir les relancer en direct et devant Sylvie. Moi, ce que je veux, là, c'est à peu près ce que tu vas me donner au mois d'avril. On roule, il y aura en roule, en façonnage, avec 15 000 minimum. Hein. 15 000 pour l'imprimerie Pouillet. Voilà. D'accord. Ok. Oui, bonjour Jean-François. Pour ma part, pour ma petite part, entre 7 et 8 000 euros, quoi. D'accord. Ok. Je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'ai pour avril. Bah écoute, merci d'avoir accepté de me répondre au téléphone. l'objectif, c'est d'arriver à montrer au tribunal que l'activité prévue pour le mois d'avril ne va pas faire perdre d'argent à l'entreprise. Vous allez prendre votre... Les meilleurs clients ont tous été contactés. Il n'y a plus qu'à faire le total des commandes. Je recommence à 0. Oui. 15 plus 8 plus 3. Le calcul est simple. Il faut comparer ce que va gagner l'entreprise en avril avec ce qu'elle compte dépenser, ses charges. 86,6. Ok, si on part sur 80 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'avril, avec le taux de matière première, ça veut dire qu'il me reste 60 000 euros pour les charges fixes. Vous en avez 88. C'est ça, hein? Vous me dites 88. Donc vous serez en perte. Donc on va pas se battre là-dessus. Vous avez plus de charges que vous n'avez de recettes. Vous avez plus de dépenses que de recettes. D'accord? Pour tout le monde, la douche froide. 2004. Contrairement à ce que pensaient Georges et Michel, l'imprimerie perd de l'argent. En l'état, Sylvie, comme le tribunal de commerce, risquent de refuser leur projet. L'entreprise a trop de charges. Alors le seul moyen pour que le plan de reprise soit accepté, c'est de trancher dans les effectifs. Il manque du monde.
Et c'est Sylvie qui se charge d'annoncer les mauvaises nouvelles aux troupes. Si vous perdez de l'argent aujourd'hui en étant 12, c'est pas la peine d'imaginer qu'on va redémarrer à 12 parce que vous perdrez de l'argent aussi. D'accord? Et l'objectif, c'est surtout pas de vous faire redémarrer pour planter tout ça 6 mois après. Maintenant, je peux même pas vous dire si ça sera à 5 ou à 11. Je n'en ai aucune idée aujourd'hui. La nouvelle fait froid dans le dos. Toute la question est maintenant de savoir qui va partir et qui va rester dans l'aventure. Le verdict tombera au mois de mai. Le tribunal de commerce a accordé un sursis de 2 mois supplémentaires à Michel et Georges pour faire leurs preuves. À ce jour, les salariés de l'imprimerie continuent de travailler avec Sylvie Nourry pour reprendre leur entreprise et en devenir les patrons. Oui, mais...